Tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque et Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Clarisse Automobile, donc merci Philippe, j'ai laissé la DS. En gros, je ne vais pas tout récapituler, ça fait 15 jours qu'on est parti. On a rencontré des hommes et des femmes, surtout des femmes assez exceptionnelles. Non, je rigole pas. En plus, à Bourganeuf, on avait 4 femmes qui parlaient. La boulangère, l'agriculteur ou l'agricultrice, la femme des bisons, qui élève des bisons, et l'agrégé en maths qui est à la commune, qui s'occupe à la fois de la culture et des finances, qui parlait comme ça et tout, agrégé de maths. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui disais, donc on a vraiment bien rigolé. Et là, en face de moi, j'ai deux garçons, et une femme. Et je parlais de Stéphanie juste avant. Stéphanie, c'était à Saran. Elle fait de la bière. Ça s'appelle la Brasserie des Anges. Elle est vraiment extra. Elle est venue nous voir, on était au musée Jacques Chirac, et la veille, on était allé visiter là où elle fait sa bière. Il faut voir, c'est top, c'est complètement artisan. Elle est toute seule, elle fait tout. Et elle nous a dit, elle disait, je vais... les cafés. Les cafés, pas à côté des machines, c'est ce que Antoine fait les gestes en disant non, parce que si on renverse du café sur la machine, ça marche plus. Donc Stéphanie, elle avait une vieille moto, et elle a dit, demain ou après-demain, je viens avec la moto, je sais pas pourquoi. J'avais envie de lui dire non, viens en bagnole. Elle est venue avec la moto, elle est tombée. Elle s'est fait vraiment mal, mais vraiment mal à l'épaule, aux côtes et aux pouces. Donc voilà, donc on va essayer de la voir au téléphone. Donc je disais, j'ai 2 garçons, une femme. Je vais commencer par vous, madame. Vous, donc je parlais avec le petit carnet, le stylo, et si un truc me passe là, en vous tapant sur le front, je le note. C'est ça? C'est bien ça. Bon. Et qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous alors? Alors bonjour, je suis Josia Rossaraï. Je suis la responsable d'un village de Chalets en Bois qui se trouve sur la commune juste à côté, à 1300 mètres d'altitude. Donc ce sont les chalets d'Irati qui sont sur la commune de Larot. Chalets en bois? Tout à fait. Ah, qui a construit? Alors ce sont des précurseurs, des visionnaires, des fous qui ne savaient pas que c'était impossible et qui l'ont fait il y a plus de 50 ans maintenant. Ah, il y a plus de 50 ans. Voilà. Ah, donc c'était des gars d'ici qui ont coupé. Il y a des arbres, on est en pleine forêt d'Irati, forêt de hêtres. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est la plus grande forêt de feuillus d'Europe. Ah ben, quand on circule là, c'est vraiment magnifique. Mais alors les gars, ils ont isolé comment? Il n'y avait pas de laine de roche à l'époque? Alors ils y ont été, mais on se demande encore comment. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui déjà qu'on ait les autorisations pour le faire, et surtout la lecture de paysages qu'ils avaient pour faire ce qu'ils ont construit. C'était une zone d'estive, d'ailleurs. Les chalets d'Irati sont toujours sur une zone d'estive. Là, c'est l'identité première de cette terre qui est en indivision, qui appartient à toutes les communes de notre vallée, notre belle vallée de la Soule. Donc cette terre en indivision est gérée par une commission syndicale du pays de Soule, qui est l'ancêtre des communautés de communes que nous avons aujourd'hui. Donc en fait j'ai 43 patrons. Wow. Je le dis en rigolant, mais ça se passe très bien. Et c'est un élu de chaque commune qui me donne les règles de mon travail, les codes de mon travail. Et je peux vous dire que c'est un sacré pare-fou aujourd'hui quand on voit certaines évolutions du tourisme. Aujourd'hui, c'était les élus de ce temps-là, de la commission syndicale, qui, pour lutter contre l'exode rural, ces femmes qui n'avaient pas de travail sur les hauts-de-vallée, ces femmes qui n'avaient pas assez de travail à la ferme et qui devaient trouver du travail, et qui, grâce à Chalet d'Irati, on trouvait un emploi, des femmes de ménage, des dames qui venaient à l'accueil. Et peut-être qu'on prend plaisir à penser que les chalets d'Irati sont peut-être à l'origine, quelque part, une petite goutte dans ce ruisseau qui est le nôtre, de tout faire pour garder cette montagne belle, vivante et surtout habitée. Voilà, du maintien de la population, c'est ce que j'allais dire. Le territoire, il fait quelle superficie à peu près? 150 hectares, 100? Alors la forêt d'Irati fait, je crois que c'est 17 000 hectares. La zone d'estive, par contre, part du haut de la commune de Larot jusqu'au haut de la commune d'Ossuruc. Je n'ai pas les quantités, mais c'est assez important, ouais. Ah ouais, donc les chalets, on fait quoi? On les loue, on habite dedans, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ce territoire, si on veut le fréquenter, si je veux passer une semaine là-bas, tranquille, je fais comment? Déjà, il faut savoir pourquoi vous venez à Irati. Alors souvent, de façon générale, on vient à Irati pour vivre Irati.
On a la chance d'avoir une nature omniprésente. On arrive sur une terre d'estive. Donc voilà, tout à l'heure vous avez parlé des beaux paysages de Sainte-Engrâce, séparés là-bas. Et ces beaux paysages, alors certes, tout le monde dit waouh. Qu'est-ce que c'est beau. Mais en fait, il faut aussi comprendre pourquoi c'est beau. Et c'est beau parce que ce sont des terres agricoles. Ce sont les paysans qui sont là, qui font comme ici. Alors nous, là-bas, on n'a pas de fouet ni de regain. Mais c'est le bétail qui arrive courant du mois de mai, des juments, des brebis, des vaches, qui passent 3-4 mois chez nous et qui rendent la montagne magnifique pour recevoir nos hôtes. Donc, on y vient aussi pour se ressourcer. Nos 35 chalets n'ont pas de télé. Ils n'ont pas de Wi-Fi. Nous pensons que c'est l'endroit idéal pour se retrouver, soit en couple, soit en famille. D'ailleurs, j'ai une jolie anecdote d'une dame qui un jour vient à Irati, qui était plutôt dédiée au ski de fond jusqu'à maintenant. On va évoluer maintenant. Qui arrive avec des skis alpins sur la voiture. Déjà, on sent que ça va être compliqué pour cette dame. Les 2 portes arrière de la voiture qui s'ouvrent et on voit 2 adolescents descendre de la voiture. Alors on se dit, ça va vraiment être très très compliqué pour cette dame. Et effectivement, quand on la reçoit, elle nous demande où sont les remontées mécaniques. On lui dit qu'il y en a pas à Irati, mais il y en a juste à côté dans une superbe station de la Pierre Saint-Martin. Et cette dame qui s'installe et qui revient 20 minutes après en nous disant, je suis vraiment bête, je n'ai pas su trouver la télé. Et comme la première fois qu'elle m'a demandé remontée mécanique, je me suis dit, il vaut mieux que j'utilise l'humour là. Et je lui ai dit, bon, écoutez madame, arrêtez de chercher, il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a pas de télé. Cette dame, j'ai eu beaucoup de peine pour elle parce que c'était une maman qui était avec ses 2 ados et j'ai senti que ça allait être très compliqué pour elle. Et puis on l'a oubliée, un peu, mais pas méchamment, mais ironiquement, on s'est dit avec la collègue, c'est là. Mercredi, elle repart. Et bizarrement, le samedi d'après, nous l'avions oubliée. Et cette dame est venue à l'accueil. Et bon, avec une certaine franchise, peut-être pas très professionnelle, je vous l'accorde. Et je lui dis à cette dame, dites donc vous, on vous avait pas donné cher, hein, on pensait que mercredi vous remettiez les voiles. Hein. Et cette dame m'a dit un truc qui a toujours été le fil rouge de mon travail là-bas. Elle m'avait dit, vous savez, madame, grâce à Irati, j'ai retrouvé mes enfants. Ah, c'est bien. Ça, c'est une parole. Hein. Cette dame, j'ai pas eu la présence d'esprit de me rappeler de son nom. Mais par contre, cette phrase, j'y pense très très souvent quand j'essaie d'améliorer notre destination. Je veux garder notre bon sens agricole. Je veux garder et c'est ce que me demande la commission syndicale. Hein. Voilà, qu'il y ait du bon sens là-bas en haut et voilà, qu'on préserve cet endroit qui est vraiment très très riche par rapport à la nature qui nous entoure et puis cette présence des bergers qui est là, qui nous protège quelque part. Ah ouais, hein, c'est bien. Vous avez dit dans la conversation, vous avez une interjection. Vous avez dit à la collègue, oh bah celle-là, elle va pas rester longtemps, mais vous avez commencé par, comment vous avez fait? Alors, vous parlez les 2 langues, vous parlez le français et la langue d'ici. Le basque, oui, le souletin, même le souletin. Alors, je l'ai appris. Donc ça, c'est basque, c'est sûr. Ah oui, le souletin est basque, mais c'est le souletin. Et alors, ça veut dire, en fait, je vais le dire oh putain, ça veut dire, c'est un peu ça. À peu près ça. Mais c'est vachement beau. Eh bien, merci. Et puis, ça résume tout. Ça résume votre énergie, ce que vous avez ressenti. C'est marrant comme un son qui sort d'un corps de quelqu'un résume des choses. C'est vrai en plus. Voilà, vous avez appris un mot sous le thym. Ah, mais ça m'a. Je crois qu'il est un peu patois aussi. Non, mais je trouvais ça vraiment bien. Et donc, quand vous parliez de ski alpin, la dame est arrivée, etc., le grand, il s'est mis debout. Le grand de la station de ski, qui maintenant s'est accroupi. Ah non, il va s'asseoir sur le banc. Dans la station de ski dont il est le responsable, le monsieur, il y a des remontées mécaniques ou pas, là où il est? Ah, mais je crois que vous en parlez mieux que moi. Oui, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Vous restez avec nous, hein, de toute façon. Vous avez des remontées mécaniques. Bonjour, vous êtes où? À quel endroit? Alors, moi, je suis le directeur de la station de ski de la Pierre Saint-Martin. Donc, belle station qui est à environ 10 minutes, un quart d'heure d'ici. Ouais.
Ouais. Par rapport au pré que j'ai repéré, là, je voudrais bien le connaître, le gars qui a les prés et les blondes d'Aquitaine, parce qu'il a des arbres. En fait, les vaches, elles sont heureuses. Vous voyez, tout là-haut, on a de l'ombre. Donc l'après-midi, elles vont venir traîner, elles vont se mettre à l'ombre. Et alors, par rapport à son pré, vous êtes où? De l'autre côté? Loin? Tout à fait. Voilà, de l'autre côté. En fait, faut monter un peu plus haut vers le col là-bas. Ouais. Et après, on peut voir la station de ski. Donc vous êtes au niveau de la bosse qui est tout en haut, il y a une bosse. Encore derrière. Encore derrière. Ouais. Et vous avez quelle surface, enfin, à peu près, je veux dire? Oh, on a environ 35-40 hectares de pistes. Donc on a 4 télésièges, dont un télésiège 6 places débrayables. On a 4 téléskis, on doit avoir 15 à une vingtaine de pistes de tout niveau. Ah oui, vous avez des enfants, des familles, ou bien Oui, comme au Lioran, en Auvergne, il y a des familles, beaucoup de familles. Oui, Ça marche bien. c'est une station très familiale. Donc voilà, on a des pistes. En fait, le slogan de la station, c'est ski avec vue, parce que on a une piste qui ski avec vue. Très bien. Parce que en fait, on a une super belle vue. Enfin, on a une piste magnifique qui s'appelle le boulevard des Pyrénées, donc qui est du même nom que le boulevard des Pyrénées qui est à Pau. Et du coup, il y a une vue qui est absolument extraordinaire. Du sommet de la station, en fait, certains jours, on peut voir même l'océan depuis le sommet des pistes. En fait, on est la première station quand on arrive de l'océan, nous. Vous êtes d'ici? Du tout. Alors voilà, juste moi, ça fait 5 mois en fait que je viens d'arriver ici. Donc vous n'avez pas encore le ya? Non, je suis. C'est top ça. Vraiment. Avec un D. Vas-y, Alice, pardon. C'est Dia, avec un D. Je tiens au D devant, hein. Dia. Ah, bien oui, c'est l'élan, évidemment. Ah, j'adore ça. Je vous le jure, moi, en une journée, j'apprends cette chose-là. Ça m'éclate pendant 500 km de voiture. Non, mais vraiment, ça résume tout. Ça résume la communication en dehors de... Aujourd'hui, j'en ai pas pour longtemps. Avec les téléphones, les trucs, les machins, plus personne ne se parle. C'est nul. Enfin, c'est pratique pour appeler les gens, etc., etc. Mais en fait, la vraie communication, c'est des élans du corps. C'est dia. Exactement. Ah, super. Merci infiniment. Et puis, il a dû lui passer un truc par la tête parce qu'elle a pris son stylo, elle a noté quelque chose. Bon, pardon pour le ski, on revient dans 2 petites pubs. 2 minutes. Vas-y, Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Paris Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. Alors, j'attends toujours Jamel quand à Stéphanie, tu me le dis, hein, dans le cas Stéphanie, donc Brasserie des Anges, qu'on avait rencontré à Saran et qui est tombée de sa moto et qui était vraiment tellement gentille. Il faut absolument qu'on ait des nouvelles. Donc, je continue avec le monsieur du ski, voilà. Depuis 5 ans à peu près, vous êtes ici, ou tu es ici? Non, 5 mois. 5 ans. 5 mois. Et donc, tu viens d'où? Alors, moi je suis originaire de Toulouse. Ouais. Donc j'ai grandi à Toulouse, je suis parti dans les Pyrénées, donc commencer ma carrière donc comme conducteur de remontée mécanique au début au bas de l'échelle, hein, donc après j'ai passé quelques diplômes et je suis parti dans les Alpes, donc une vingtaine d'années, 20-23 ans, donc en Maurienne. Bon, j'ai fait le Val d'Arly, la Maurienne, et les 2 dernières années donc dans le Vercors. Pour faire quoi? Un petit peu tous les postes, chef d'exploitation, chef des pistes, depuis 2017 directeur. Ouais. Voilà. Et donc directeur d'exploitation, et sur la Pierre Saint-Martin, c'est directeur de site. Pardon, non. On est une structure. On dépend du département des Pyrénées-Atlantiques. Ouais. Donc le siège est à Izeste, de la boutique, et donc on gère plusieurs sites, dont le site de Gourette, la Pierre Saint-Martin et le Petit Train de la Rune. D'accord. Voilà. Et ça fait combien d'employés, de gens qui travaillent? On peut monter, jusqu'à 400 employés sur tous les sites au plus fort de l'activité. D'accord. Et alors là-bas, question très importante, est-ce qu'il y a un bistrot ou un truc qui fait des très bonnes frites?
Le ski, moi, je connais pas du tout, on connaît pas du tout. Avec la famille, on va jamais là-bas. Mais pour être allé au Lioran, entraîner, ou chez le frère de ma femme, le truc important pour ceux qui ne font pas de ski, c'est la frite. Ben, vraiment, hein. C'est de se dire, bon, on vient vous voir, les enfants, on attend, puis après tu t'assois, il y a plein de monde. Ouais. Il y a de la neige, c'est pas facile de mettre les pieds dans la neige, et puis quand tu skis pas, quoi, tu t'assois, on va manger un truc. S'il y a des frites, la station, elle a gagné. Sans déconner. En général, les gens ils préfèrent plutôt des trucs qui sont typiques, raclette, fondue. Mais des frites, il y en a. Bon, d'accord. On a 3 restaurants actuellement. Ah, très bien. Parce que là, en passant, en roulant même dans les Pyrénées, à un moment sur un restaurant, c'est tiens, prenez-le, ça va être beaucoup plus simple. Le micro. C'était marqué moules frites. Alors Antoine, j'ai dit, t'as vu, il y a des moules frites ici dans les Pyrénées. Non, allez-y, elle a déjà noté 3 trucs sur son carnet. Vas-y. Non, allez-y. Ah ben, je suis content, je commence bien ma journée. Je me dis qu'Irati a gagné parce qu'à Irati, il y a des vraies frites. Ah ben, tu vois. On les épluche, on les coupe nous-mêmes. Donc je me dis, on a un bon départ là. Mais c'est pas un détail, Mais apparemment non. Non. Et qu'est-ce que vous avez noté encore sur votre carnet? Rien du tout, non. Faut en garder pour après. Et comment vous êtes arrivé là, vous? Ici, vous êtes de là? Moi, je suis d'ici, par contre. Et comment vous avez appris la langue? Alors la langue, je l'ai apprise, j'ai mes enfants, en fait je le comprenais le souletin, mais je ne le parlais pas. Et j'ai eu des enfants, j'ai eu la chance que dans leur maison natale, parce que je me suis mariée donc dans une maison natale, et j'ai eu la chance d'avoir des beaux-parents et mon mari qui ne parlaient qu'en basque à mes enfants. Et donc à un moment donné, un besoin d'avoir un ancrage supplémentaire à ce territoire qui m'est cher. Et donc je suis partie à l'école, tout simplement. J'ai repris la route de l'école et j'ai profité des cours qui étaient donnés par AECA. Qui dépendent de chez HK et qui donnent vraiment tout un ensemble de cours dans le cadre du travail, mais aussi aux individuels, aux gens qui veulent apprendre le basque. Et j'étais particulièrement emballée parce qu'ils nous apprenaient le souletin. C'est vraiment je veux pas dire dialecte, mais le basque d'ici, de notre vallée. Voilà, donc j'ai appris. Par contre, maintenant, réellement, ça m'a rechargé, c'est une autre forme d'énergie qui a rechargé mes batteries et cette langue maintenant. Alors je sais que je fais beaucoup de fautes, mais j'ai un caractère à me dire que de toute façon je fais des fautes en français aussi. Alors on est passé après. Ah, vous avez un caractère? Oui, comme beaucoup de monde ici. Et donc voilà, maintenant j'essaie de parler ce basque mais le plus souvent possible parce que c'est vraiment très très important. C'est une racine qui est vraiment très importante et qui est nécessaire. Et je me dis, quand j'entends encore les actualités de ce matin où je vois ce qui se passe, je me dis mais où on va? Et moi je me dis voilà, j'ai 3 enfants et je pense moi leur apprendre quelques valeurs de la vie. Mais on a un entourage et la langue en fait partie. Ce sont des valeurs, ce sont des racines, c'est un ancrage, c'est un territoire. Et je me dis punaise, mais mes enfants, et moi, et nous tous, on a une chance extraordinaire et ça, il faut qu'on l'entretienne. Et alors, la grammaire, elle est comment? En gros, dans la langue, on a les mêmes conjugaisons. Le verbe, non. C'est terrible, c'est terrible. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on lit les pancartes, en passant en voiture, on voit des pancartes avec c'est très très beau, elle est graphique, il y a des cas, il y a des sons qui sortent de l'écrit, le dia, ça correspond à ça. Quand on lit les pancartes en roulant en voiture, c'est comme s'il y avait des sons qui sortaient de ce que tu as dans les yeux, de ce que vous lisez. C'est particulier comme langue. Alors qu'est-ce qui est compliqué à assimiler ou à digérer en fait? Bon, digérer, la digestion elle est facile parce que la récompense est belle. Donc, mais par contre, ouais, effectivement, moi je suis assez scolaire. Pas que j'étais bonne à l'école, mais disons qu'il faut que ça soit assez logique pour moi. Et j'étais avec la logique du français et elle est complètement différente en basque. Donc j'ai eu la chance d'avoir des profs bienveillants. D'ailleurs, un petit clin d'œil à toute l'équipe d'AECA de Moléon qui étaient bienveillants et voilà qui nous ont un peu cassé les codes qu'on avait dans la tête
pour nous réapprendre à parler en basque. Par contre, voilà, une chose est certaine, c'est la pratique qui est importante parce que beaucoup de gens l'apprennent, mais si on pratique pas derrière, hein, ça devient vite compliqué. Et donc du coup, voilà, c'est comme tout, comme tu disais. Et voilà, aujourd'hui, le chemin est encore long, j'en ai conscience. Et bon, j'ai des bons profs à la maison aussi qui me corrigent, mes enfants, mon mari, Gogo, ma belle-mère, et qui me le font avec beaucoup de bienveillance. Et voilà, c'est un autre mode de bonheur ici en haut. Enfin, moi, j'ai toujours vécu ici, mais j'ai l'impression que je fais encore plus partie de ce pays, évidemment. Même si ça fait pas tout. Il y a aussi, il faut avoir aussi, enfin, je pense que pour vivre dans des pays comme le nôtre, certes, la langue est importante, mais un état d'esprit aussi de collectif, de bien commun, il faut avoir cet état d'esprit. La langue est très très importante, mais elle fait pas tout. Il y en a qui vont parler très bien en basque, mais qui n'ont pas l'esprit collectif. Et voilà quoi. Et Dieu sait si ici on en a besoin, de l'entraide et de gérer ça en transversal, on va dire. Oui, alors par exemple, un exemple, je rentre à la maison, comme on dit. Est-ce qu'on dit je? Est-ce qu'on dit rentrer? Et à la maison, la notion de nach Hause en allemand, c'est je vais vers la maison. Je vais vers la maison, nach. Après, est-ce que en basque on a je? On a je, moi, toi ou pas? Oui, il y a le je, tu, enfin voilà. Mais là, je veux dire, alors c'est le AT. Non, mais qui aurait dit qu'un jour j'allais expliquer comment écrire le basque? Bah, tu vois. Tout est possible. Ouais, c'est le AT qui dit qu'on va vers quelque part. Et nus, c'est moi, c'est je. D'accord. Ah non, non, non. Ah non, non, ça m'intéresse vraiment, ça m'intéresse de savoir quelle est la notion, comment on véhicule des mots, comment on fait bouger les gens avec des sons, en fait, articulés d'une autre façon dans la gorge des gens. On n'a pas la même arrière-gorge quand on parle l'arabe ou le portugais ou l'espagnol ou le français ou l'allemand ou le néerlandais, ça n'a rien à voir. Le néerlandais, c'est incompréhensible. Le seul langage, Jamel, que moi, je comprenne, c'est la pub. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec tourisme64.com, passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. On devrait dire Gérard Klein quand même et Antoine, parce qu'Antoine fait tout et moi je fais le reste. Non, c'est vrai, tu fais beaucoup quand même. Et toi tu parles quand même pendant 2 heures. Bon, je parle pour ce que je raconte, je préfère écouter les autres gens qui parlent, oui. Comme ma voisine de gauche par exemple. Non, c'est bien. Le premier invité qui est arrivé ce matin, qui soit arrivé ce matin, donc il est venu avec des espadrilles, on va pas tourner autour, il fabrique des espadrilles. Le nom, peut-être moi je vais dire le prénom, et toi si tu as envie Antoine, tu dis son nom. D'accord. Avec plaisir. Alors c'est Stéphane. Ah merde, il le dit. Non, Goïnechegaray. Ah bah oui, depuis ce matin, il le dit parfaitement. Goïnechegaray, c'est facile. Comment? Le track Goïnechegaray. Ah bah oui, c'est vrai. Donc mon petit Maurice, je suis content que tu sois venu. Bonjour Stéphane. Stéphane. Bonjour. Et ça va bien? Oui, ça va parfaitement. Ah ouais. Il était studieux, arrivé 30 minutes avant. Ouais. Avec en plus, on peut le dire avec des. Bien sûr. Parce qu'il va nous dire ce qu'il fait, parce que. Non mais des espadrilles, je l'ai dit. Ah oui, des espadrilles. Il nous a dit. Tu choses du combien? T'as dit qu'est-ce que t'as dit toi? Entre 41 et 44. Alors, il était content là. Alors après, il nous a donné donc des espadrilles et là c'est la Coupe du Monde. On vous le montre en direct sur le site de Sud Radio et sur l'application. Un modèle qui n'est pas encore commercialisé, je crois, Stéphane, mais qui va l'être. C'est une édition spéciale pour supporter les Bleus pendant la Coupe du Monde. En effet, il y a une quinzaine de jours, on s'est dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour la Coupe du Monde. On s'y est pris un petit peu tard. C'est les particularités d'une entreprise artisanale et on est à taille humaine, on est 8 dans l'entreprise. Donc vous êtes combien? On est 8. Voilà. Donc on réfléchit au dernier moment à l'arrache, donc c'est peut-être pas 8. La meilleure solution, mais bon. 8, vous êtes 4 paires, en gros. Parce que 4 paires de 2. Ouais, 4 paires exactement, de 2. Donc il est grand, pas trop grand, mais bien. Il a une peau d'une belle couleur parce qu'il vit dehors, vraisemblablement. Il est sec. T'es sec, tu fais du sport? Vous faites du sport? J'ai failli, pour tout vous dire, j'ai failli monter en vélo, mais j'ai eu la canicule m'a un peu effrayé ce matin. Je me suis dit, on est bien en voiture également. Il y a 35 km
km et ça monte en plus. Et ça monte. De Mauléon, enfin de Chérotte, où c'est qui est juste à côté de Mauléon où tu te trouves. Et justement, on peut les voir derrière ces espadrilles. Il y a écrit Mauléon. Il y a écrit Mauléon. Alors Mauléon, c'est c'est un label qui appartient à l'agglomération Pays Basque, en fait, qui a été créé il y a 5-6 ans maintenant, justement pour promouvoir l'espadrille de Mauléon, la vraie espadrille qui est entièrement faite ici. Donc voilà, il y a un cahier des charges associé et le but est de réaliser toutes les étapes de fabrication dans notre atelier. Donc je vous invite en redescendant, parce que vous n'avez pas le choix, vous allez être obligé de repasser par la ville étape Mauléon. Volontiers. Mais ce sera Du coup, on laisse tomber l'espadrille, on ne parle que de vous, que de toi. Non, quel âge vous avez, d'où vous venez et pourquoi vous parlez aussi bien la langue en disant à ma voisine, mais il faut parler. C'est vrai, hein, c'est ça qu'il vous disait. Bien sûr qu'il faut parler, il faut raconter son histoire. Hein. Donc Elle est belle. Hein. Ouais, mais je vais raconter mon histoire. Alors, j'ai 51 ans. J'ai 51 ans et je suis fils et petit-fils de fabricants d'espadrilles. C'est mon grand-père qui a monté l'entreprise en 1947. Donc je crois qu'on est, sans me vanter, la plus ancienne fabrique encore existante. 47, juste après la guerre. Ouais, tout à fait. Et il a monté son entreprise parce qu'en fait sa maman faisait des espadrilles, forcément. Il faut savoir que Mauléon est une ville qui baigne dans l'espadrille depuis le début du 19e siècle, en fait. Il y a des artisans qui ont commencé à faire de l'espadrille à Mauléon, et de fil en aiguille, d'autres entreprises sont créées. Voilà, il y a eu un berceau de l'espadrille qui s'est créé à Mauléon. Pourquoi Je dis, il a des espadrilles. Mais heureusement, mais à Mauléon, autour de Mauléon, tout le monde porte des espadrilles. Je ne sais même pas comment vous avez pu arriver jusqu'à Saint-Angras sans espadrilles. Je comprends pas. Il y a eu. On a montré nos papiers, tout. On avait une dispense, un mot du préfet, du sous-préfet. On a eu vachement de mal. Voilà, il faut pas les. Et dis-moi, et pourquoi Mauléon? Pourquoi pas à côté? Pourquoi pas? Alors pourquoi Mauléon? J'ai pas l'histoire. On peut pas savoir. Non, sûrement. Mais ce que je peux vous dire, pourquoi l'espadrille au pays, dans les Pyrénées en fait déjà. Ouais. Parce qu'en fait au départ on avait tout ce qu'il fallait pour faire l'espadrille. En fait il fallait du fil pour faire notre semelle et on avait du chanvre dans les Pyrénées. Donc le fil de chanvre nous permettait de faire notre semelle. Et pour faire la partie chaussante, on n'avait pas du coton comme maintenant, mais on avait du lin. Du lin. Voilà. Donc on avait le chanvre et le lin. C'est pour ça qu'on trouve des espadrilles sur toute la chaîne pyrénéenne. Donc d'un côté français, ça va être d'Andaille jusqu'à Perpignan. Et côté sud, côté espagnol, ça va être Saint-Sébastien jusqu'à Barcelone. C'est pour ça qu'on trouve également quelques fabricants, ou on trouvait du moins quelques fabricants encore côté catalan. D'accord, c'est bien. Et alors autrefois, c'était quoi, 1, 2, 3 personnes qui faisaient tout à la main? Et voilà, en fait tout se faisait à la main à l'époque, tout se faisait à la main et il y a eu une période d'industrialisation au début du XXe siècle, fin 19e, début 20e, et justement on manquait de couturières. Il faut savoir que mes espadrilles, celles que vous venez de montrer là, sur votre appli, sont toutes cousues à la main. C'est-à-dire ce qu'on appelle cousu main, c'est la couture qui va permettre de relier la toile à la semelle. Ça, c'est un travail qui est fait à la main par une ouvrière avec un fil et une aiguille, rien de plus. À la main. C'est la vraie espadrille, l'espadrille traditionnelle. Il faut environ 20 minutes pour faire une espadrille. Une petite couture verticale, c'est un point de, voilà. Je sais pas quoi, j'y connais. Pour la petite histoire, donc on manquait de main d'œuvre à l'époque, au fin 19e, début 20e, on manquait de main d'œuvre, et donc on a été chercher des jeunes filles qui venaient du Pays Basque espagnol et d'Aragon. Et en fait, ces jeunes filles traversaient les Pyrénées à pied, sous la neige, pour venir faire des espadrilles 6 mois dans l'année. Combien de temps la distance? C'est combien la distance? C'était voilà, exactement par la pierre, exactement comme le dit Jean-François, par la pierre Saint-Martin, et donc elle descendait par ici, en fait, par le village où on est actuellement. Voilà, donc il faut imaginer que c'était en hiver, c'était sous la neige, il y a des gouffres, la pierre Saint-Martin, donc certaines n'arrivaient pas jusqu'à Mauléon, c'était des conditions extrêmes pour circuler. Et ces jeunes filles, on les appelait Ainarak en basque, les hirondelles, puisque en fait elles venaient de travailler 6 mois dans l'année à Mauléon. Et le reste, et elles repartaient chez elles, les beaux jours venus, elles repartaient chez elles pour travailler dans les champs avec leur famille. Oh, les filles! Et où est-ce qu'on peut les trouver, vos espadrilles? Alors donc, mes espadrilles, donc on est tout proche de Mauléon, hein. En fait, on fait partie, donc, Mauléon, c'est la capitale de la Stoule, donc une des provinces du Pays Basque, et nous sommes à 1 kilomètre de Mauléon, à Chérotte. Village de Camille Lopez. Exactement, Camille international français. Camille Lopez est un petit peu notre référence au village, donc d'où un petit peu les espadrilles à l'effigie de l'équipe de France, puisque voilà, c'est un petit clin d'œil à Camille et également à Johan Orabe qui était notre petit clin d'œil, qui était un jeune joueur qui vient d'intégrer l'Aviron Bayonnais. Oui. Très bien. Et alors on n'a pas. Il a pas dit où est-ce qu'on peut les trouver. Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas terminé la fabrication de l'espadrille, les mecs. Là, vous êtes à la couture externe. Attends, je vais en prendre une, bouge pas.
C'est vachement bien, mais c'est vrai que si c'était filmé, les gens comprendraient parfaitement bien. Ils peuvent nous voir sur le Non, site. j'entends bien, mais c'est vrai que la radio filmée, c'est encore une autre démarche. Ce que je veux dire, c'est que là, on parle de la couture qui est donc verticale, on va dire, quand on a posé l'espadrille par terre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couture transversale, c'est-à-dire on pique, tac, 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 toutes les cordes en réalité. Exactement. Pour faire une semelle. Et comment ça marche? Comment on fait ça, tu vois? Alors ça, ce sont de vieilles machines des années 50. Il y en a, voilà, c'est des machines qu'on ne trouve plus, c'est des machines mécaniques. Il y a pas de numérisation, il n'y a pas d'électronique. Le gros avantage de ces machines, c'est que quand une pièce casse, on peut réparer ça avec un tourneur-fraiseur local. On répare ça. Et j'ai la chance d'avoir un voisin, Paul, qui est dans ce domaine-là. Donc je lui amène la pièce à 9h du matin. Et je dis à les réparer. Donc c'est génial. On n'est jamais en panne. Ça, c'est un gros avantage. Je veux le rencontrer, lui. Parce que moi, à la maison, j'ai des machines à coudre. J'aime bien coudre des morceaux de cuir, moi, à 2 aiguilles. Ouais. Mais j'ai une United. T'as déjà vu? Non, vous n'avez pas vu? Non. Faut lui en parler à lui. En fait, c'est des machines, ça s'appelle United Shoe Machinery Company, je sais pas quoi. 19e siècle, c'était des machines qui étaient destinées à faire des harnais pour les chevaux, par exemple. On peut coudre, percer 3 cm de 4 cm de cuir. Ouais. L'aiguille qui se déplace fait haleine. L'aiguille déplace le travail, c'est-à-dire c'est une année, chlac, ça rentre dedans. Mais hop, magnifique. Ça a l'air de ressembler à ce que nous faisons. Donc je vous invite tout à l'heure à faire un petit crochet par Chérotte. C'est pour et vous ne serez pas déçus parce que les gens n'en reviennent pas du travail qu'il faut pour réaliser une paire d'espadrilles. C'est sûr. C'est un travail phénoménal. Voilà. Phénoménal. Et pourquoi on met du caoutchouc en dessous maintenant? Ah, ça c'est la modernisation, Monsieur Klein. Alors donc c'est vrai, ça fait de long, j'aime bien. Ça fait Joseph Lozet. À l'époque, on ne mettait pas de caoutchouc sur l'espadrille. L'espadrille, c'était uniquement une corde et un tissu. Le caoutchouc est apparu dans les années 50 environ. Ouais. C'est un progrès en fait pour rendre l'espadrille un petit peu plus résistante. Mais justement, votre remarque est intéressante parce que donc avant, on ne mettait pas ce caoutchouc. Et nos espadrilles, on les vendait en grosse partie aux mineurs dans le nord de la France. Tous les mineurs du nord portaient une espadrille par semaine. Chaque semaine, ils changeaient leur paire d'espadrilles. Ah bon? C'était très pratique pour eux parce que ça leur permettait, donc imaginez qu'il n'y avait pas de caoutchouc, donc c'était de la corde, et ils glissaient plus facilement dans les couloirs, pardon, je sais plus le terme. Mais non, je comprends. Dans les galeries. Dans les galeries, pardon, voilà. Et c'était très bien pour les fabricants d'espadrilles, ça permettait de vendre beaucoup d'espadrilles. Jusqu'au jour où ils ont trouvé les mineurs avaient un gros souci, c'était les coups de grisou. Bah oui. Les coups de grisou dans les mines, et pour trouver la parade, ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est d'arroser les mines, d'arroser les galeries. Et là, ça a été la mort de l'espadrille dans les galeries parce que nos cordes ne résistaient plus. Et donc, je ne sais pas si le caoutchouc a été une alternative à cela, mais c'est arrivé trop tard. Donc, depuis, on met du caoutchouc sur nos espadrilles et on attend maintenant que les mineurs nous rappellent pour renouer contact avec eux. Voilà. J'ignorais ça complètement. On trouve encore des paires d'espadrilles, en corde et comment dire, et un caoutchouc. Comme ça, un caoutchouc, t'as toujours les deux modèles. S'en fout du micro, complètement. Les espadrilles, il y a pas. Tu t'en fous du micro. Ah non, mais attends, j'ai pas l'habitude. Jean-François, j'écoute. Là, tu m'entends mieux? Oui, c'est mieux. Vas-y, je disais qu'il existe en fait encore 2 modèles d'espadrilles en fait, avec le caoutchouc et d'autres avec de la corde. Non, alors là Jean-François, tu as des vieux modèles parce que maintenant toutes les espadrilles ont du caoutchouc. C'est vrai qu'au côté espagnol, on va trouver des espadrilles qui sont partiellement encore espacées sans caoutchouc. Mais je pense simplement pour faire des économies de caoutchouc. Mais maintenant toutes les espadrilles ont un caoutchouc de tout. C'est possible que j'ai acheté une paire en Espagne. C'est ce que j'allais dire. Fabriqué en Espagne ou ailleurs? C'est la polémique. En effet, mais j'en reviens un petit peu au label Moléon. Au moins, on a la garantie que tout soit fait chez nous. C'est vrai que quand on achète à l'extérieur, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, tu t'es fait avoir. Non, pas forcément. Probablement. Alors, parce que non. Je rebondis un petit peu sur l'histoire. Donc, je vous disais qu'il y avait des fabricants au nord des Pyrénées et au sud des Pyrénées. Donc, il y a encore un savoir-faire côté espagnol également. Voilà. D'accord. C'est pas évident, quand même, la concurrence dans l'espadrille. C'est pas évident, mais je vais finir un petit peu mon histoire personnelle, puisque vous m'avez posé la question tout à l'heure. Mon papa, dans les années 80-90, m'a toujours dit, travaille bien à l'école, fais autre chose dans ta vie, parce que l'espadrille, c'est fichu, c'est foutu, tu n'y arriveras pas.
Je l'ai écouté un petit peu, hein, pas pleinement, mais bon, j'ai essayé du moins de faire autre chose de quelques années. Et début des années 2000, mon père arrivait à la retraite, je suis fils unique, et la question s'est posée, que faisons-nous, sachant que l'espadrille commençait à, voilà, les Français sont quand même attirés par le Made in France, et voilà, la question s'est posée, que faisons-nous? Donc, j'ai dit, je prends une année sabbatique, donc c'était en 2003. J'ai pris une année sabbatique et je me suis fait avoir parce que ça fait maintenant 20 ans que j'ai repris l'affaire de mon père. Voilà. Ah, c'est bien, c'est vachement bien. Pourquoi tu dis que tu t'es fait avoir? Bah oui. Oh, parce que non, c'était une manière c'était une blague, mais non, je suis très content d'avoir repris l'affaire de mon père. Je suis très content d'avoir ma petite structure. Donc, comme je vous le dis, on est 8 salariés, une entreprise très familiale, avec des jeunes du coin qui sont fiers de travailler dans la région, qui ne quitteraient, je pense, la région pour rien au monde. Je touche du bois. Il faudrait pas que ce soir j'ai 2 lettres d'émission sur le bureau, mais je crois pas. Et ils sont très fiers justement de savoir fabriquer une paire d'espadrilles. C'est un produit quand même très emblématique de notre ville et de notre beau sud-ouest. Et alors si on veut en acheter, il y a un site, un truc comme ça? Il faut en profiter. Faire spécialement de la pub, mais oui, en effet. Oui, mais c'est de la pub, on va se gêner. Alors prenez tous un stylo et notez espadrille au pluriel _zetoile ZETOILS.fr. Et donc je vais encore une fois rebondir. Pardon, je parle beaucoup. Non. On me demande souvent pourquoi ma marque s'appelle Zetoile. Donc il y a 2 explications. Vous le verrez tout à l'heure puisque vous m'avez fait la promesse de venir, je vous attends. Ah oui, nous sommes situés sur une colline sur les hauteurs de Moulon. Je fais vite. Non. Et d'une part. Non. Antoine lui fait un signe. Il nous expliquera juste après la petite pause. Voilà, c'est pour envoyer les pubs. En fait, c'est compliqué, c'est que on est en retard là alors. On est en retard? Non, c'est pas Jamel, on est en retard ou on est en avance? Ah, il faudrait qu'on t'entende. Bon, alors, envoie-les maintenant, alors, comme ça, c'est fait. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vent. Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio. 10h midi. Gérard Klein. Je le connais, et je le connais, Gérard Klein. C'est pas celui qui faisait un stit. Ah, je suis content, je suis content. Non, on en a parlé, mais pas trop, en fait. Pas trop, c'est pas mal. Non, je revenais encore sur les coutures de l'espadrille. Donc, on est, alors attends, il faut que j'oublie de dire où on est. Saint-Engrâce, en gros, on est près de l'entrée de la grotte de la Serna. La Verna, dans le Pays Basque. Ouais, mais je m'en fous, Serna, c'est mon pote à moi, c'est mon Bruno. Donc, je vais dire la grotte de la Serna. Ah, pardon, je me suis trompé encore. C'est juste pour faire un clin d'œil à Bruno. Et donc, c'est bien ce que je disais, pour arriver à coudre à la machine la corde, on va dire, qui fait la semelle, l'espadrille, elle est pincée comme un serre-joint, en fait. Exactement, voilà. On va la compresser dans un premier temps, et ensuite on la fait passer dans une grosse machine qui s'appelle une millet, du nom du fabricant, du créateur. Et voilà, et on va la coudre de part en part. Donc c'est une grosse pression exercée sur notre semelle, et c'est des aiguilles qui font à peu près 50 cm de long et pour 3 cm de diamètre. Donc voilà, c'est quand même. C'est des sacrées machines, ouais. Donc elle est grosse comment, la machine? Elle doit faire 1 mètre de long sur 1 mètre de profondeur. Et oui, c'est costaud. D'accord. Donc on peut pas, en gros, on peut pas s'installer fabricant d'espadrilles au 4e étage à Paris. Non, la machine traverse difficile à faire. Souvent on me demande est-ce qu'on peut, bien sûr on est ouvert au public, donc les gens des fois me demandent on peut filmer timidement, et je leur dis il y a aucun problème, je n'ai aucun doute, ils ne me copieront pas, il n'y a pas de problème. C'est bien ça, très très bien. Je trouve ça intéressant d'arriver à traverser le temps avec une chaussure. C'est vrai. Exactement. C'est pas Et je me permets, alors, excusez-moi, on n'a pas répondu à la question que vous m'avez posée avant la pause, donc je vais vous répondre. Pardon. C'était laquelle la question? J'ai oublié la question. D'où venait le nom de mon entreprise, de ma marque Zetoile? C'est toi qui as demandé ça. Ouais, c'est Jean-François, pardon, c'est pas vous. Jean-François maintenant. Ah oui, c'est Jean-François, pardon, le ski. Et donc il y avait deux raisons particulières. Donc on est sur les hauteurs de Moléon, donc notre atelier, on voit tout Moléon, on domine tout Moléon, donc déjà on se rapproche un petit peu des étoiles. Et puis il y avait également un petit clin d'œil à mon nom. Alors Jean-François, rappelle-moi Jean-François comment je m'appelle, s'il te plaît. Goyenetchegaray. Goyenetchegaray. Bravo. C'est Antoine. Félicitations. C'est Antoine. C'est pas grave, c'est pas grave. Pardon, excusez-moi. Et donc Goyenetchegaray, ce qui en basque veut dire la maison plus haut que haut. Voilà. Donc la maison plus haut que haut, je trouvais qu'on se rapprochait également un petit peu des étoiles. Très joli. Ah ouais, très très bien. Non, c'est marrant parce que l'une ou l'autre voulait parler. La maison plus haut que quoi, tu as dit? Plus haut que le haut. Donc voilà, donc.
Okay. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Alors attends, je regarde dans le nom Etchegaray. Qu'est-ce qu'il veut dire plus haut que haut là-dedans dans la fin du mot? Goyen et alors là, il va falloir demander à notre prof agrégé en langue basque, Josie, aide-nous. Non. Tout ce qu'on peut vous dire, nous, peut-être à notre niveau, c'est que Etche en basque veut dire Etchea, c'est la maison. Et c'est la base de beaucoup de noms basques. Donc le nom de jeune fille, d'ailleurs, de Josie contient également ces syllabes. Voilà. Etchegaray, d'accord. Vachement bien. Très, très bien. Bon. Alors, je ne sais pas si on peut le faire, mais Antoine qui est là. Antoine, d'accord, il a 21 ans. Ouais, c'est lui. Donc il fait tout, je fais le reste. Il aime le rugby, il a joué au rugby, etc. Et en fait, son souhait, c'est de suivre, je le dis Antoine, de suivre l'équipe de France pour tout ce qui va se passer, là, c'est maintenant, avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, pour être celui qui raconte tout le rugby. Il est capable de le faire vraiment, il connaît par cœur. Mais là, par exemple, tous les deux, parce que toi, tu connais aussi, et Monsieur Leski, tu connais le rugby ou pas? Eux, ils sont branchés. Et vous connaissez un peu le Stade Toulousain, oui. Voilà. Bon, alors donc, toi, Monsieur Etchegaray, Stéphane. Et Antoine, qu'est-ce que vous pensez de la sélection? De la sélection pour l'équipe de France. Tu es au courant, non? Oui, mais forcément, quand on vit donc à côté de Moléon, on est obligé d'avoir un œil sur le rugby parce que sinon on ne peut pas vivre à Moléon. Donc l'autre soir, il avait son téléphone, Antoine, avec lui tout le temps, tu vois, en disant attends, ils l'ont pas dit. On était en bagnole, on était en voiture, il était à côté de moi. Ah, ils l'ont pas dit. Après, on n'avait plus de réseau. Ah, on n'a plus de réseau. Il disait, je vais pas savoir. Donc il a des applications, des chaînes de télé, tu vois, pour pouvoir savoir. Donc qu'est-ce que vous pensez de la sélection? Il y a Dupont déjà, et il y a comment il s'appelle? Thomas Ramos. Ouais, Ramos. C'était le joueur préféré. Ah ouais, Ramos et Dupont. Dupont, je trouve, moi je connais absolument rien au rugby, mais avec lui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on est tous les deux, et comme il aime tellement ça, tu vois. Donc le week-end dernier, on était à Angoulême, il habite Angoulême, je raconte tout, de toute façon, il n'y a pas de secret. Et Angoulême, l'Auvergne, c'était trop loin pour moi, pour remonter voir Françoise et les filles et les petits-enfants. Donc tous les deux, on était chez son père, qui viendra nous rejoindre ce soir, qui est vraiment un bonhomme extra gentil comme tout, il m'a reçu comme si j'étais de la famille. Et évidemment, tac, on s'est assis dans le canapé avec le rugby. Bon, mais t'avais plusieurs matchs en même temps, quoi. Donc on a regardé. Et Antoine, j'ai jamais vu ça. Il connaît tout. Et, numéro 3, alors il dit oui, c'est machin, il a fait ça pendant le match, etc., etc. Et donc la sélection, moi j'ai regardé quelques matchs et Dupont. Je vois un mec avec un regard pas fermé du tout, mais on sent qu'il a un truc lourd dans sa tête, quoi. Le mec, il a une dimension en plus, vraiment. Après, je vois un monsieur qui s'appelle Ramos, avec un petit nez fin, pas du tout une tête de comme on peut imaginer, tu vois, qui joue au rugby, fin, malin, et alors coup de pied, plat, à chaque fois ça passe entre les barres. Et ces deux-là, Antoine, je lui dis, ces deux mecs-là, ils sont trop forts. Continue, vas-y, parlez tous les deux, parce que vous je t'avais dit, c'est normal, parce que vous avez 7 minutes. Et oui, c'est le meilleur joueur du monde, Dupont. Donc tu avais un bon œil parce que tu as réussi à repérer. Meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde. Comment on détermine ça? Comment on dit qu'il y a des votes, il y a des sélections, il a été élu. Voilà, il y a des joueurs qui votent, des comités. Chaque année il y a une récompense et lui il a été. C'était le deuxième Français après Thierry Dussautoir qu'il avait été élu un peu plus tôt une dizaine d'années un peu avant. Donc c'est une fierté parce que c'est quand même un enfant lui qui vient du Gers, un enfant du Cru. Et justement il va jouer avec ses copains qu'il a joué en sélection jeune entre guillemets, en enfant, avec Anthony Gelonche notamment qui a été sélectionné, et aussi Grégory Aldrit. Donc c'est des joueurs, et Pierre Bourgarit aussi, avec qui il a pu jouer quand il était petit dans des petits villages. Il vient de Castelnau-Magnoac, enfin c'est vraiment des tout petits villages, et il arrive à aller jouer le gratin en équipe de France avec ses copains. Donc il y a rien de plus beau. Et il y a aussi deux joueurs qui viennent de Saint-Pé-sur-Nivelle, qui c'est pas très loin d'ici. On pense à Maxime Lucu et à Charles Olivon notamment. Donc c'est vrai que les Pyrénées-Atlantiques, on peut faire la liaison, font quand même un grand cru de rugby, et c'est vrai qu'il y a un gros vivier ici. Notamment, on parlait tout à l'heure de Camille Lopez qui est à côté de chez toi, chez Roth, à côté de Moléon, qui fait aussi la fierté locale parce que ce qu'il fait avec l'Aviron Bayonnais, ce qu'il a fait dans toute sa carrière, c'est quand même assez impressionnant à son âge aussi aujourd'hui. Avec Camille Lopez, oui, qui est une figure emblématique ici à Moléon, et qui a, je crois, une 20 ou 23 sélections, si je me trompe, en équipe de France, qui depuis l'année dernière fait les beaux jours donc de l'Aviron. Alors certains pensaient qu'il venait ici en pré-retraite, mais pas du tout. Hein. Il
il est impliqué, il est à fond. Voilà, c'est un meneur, c'est un mec très sympa en plus que je connais personnellement. Et sur la sélection de l'équipe de France, sur cette sélection qui a été qui a été annoncée hier par Fabien Galtier, 33 joueurs avec 9 réservistes à peu près, mais un groupe quand même assez dessiné. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, je veux pas me permettre de commenter, je suis pas suffisamment connaisseur, mais on a une équipe qui tient la route quand même. On est, je crois, du numéro 2 ou numéro 3 au classement international. Donc voilà, la Coupe du Monde approche à domicile, donc j'espère qu'on va bien figurer, que cette fois-ci elle est pour nous, parce qu'après 2 finales perdues, j'espère pas qu'on va faire du 203, jamais 203, dit le dicton, mais j'espère bien qu'on va pour une fois aller à l'encontre et gagner cette Coupe du Monde à domicile, ça serait génial. Parce que l'équipe de France a fait 3 finales, on le rappelle, dans son histoire, 3 finales de Coupe du Monde perdues, dont la dernière qui était en 2011, 8-7 face au All Blacks en Nouvelle-Zélande. Donc un match de rêve où on passe vraiment pas loin. Donc peut-être la revanche cette année, peut-être un France All Black. Ça sera déjà le match d'ouverture France All Black le 8 septembre, mais qu'on pourrait retrouver en finale. Donc cette fois-ci, on espère que ça pourrait nous sourire enfin. Mais il y aura quand même des adversaires coriaces, notamment comme l'Afrique du Sud ou l'Irlande, qu'on pourrait jouer dès les quarts de finale avec le tirage au sort. Donc ça ferait déjà un gros morceau pour les Français. Mais de toute façon, si on veut être champion du monde, il faut battre tout le monde et on n'a pas d'excuses. Et c'est marrant parce qu'on dit jouer. On joue les... Non, c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu. C'est marrant l'expression. Elle est marrante. Et alors Antoine, vous avez vu tout ce qu'il raconte là, il n'a pas de papier, il n'a pas de machin, pas de notes, il regarde en l'air, il regarde à droite, c'est top quand même, ça vaut de l'or, il vaut de l'or. Il a 21 ans. Et il connaît tout, il est jeune, 21 ans, 81 moi, au mois d'octobre. Donc on a 102 ans à nous deux, c'est top l'équipe. Au début on est parti donc avec ma DS jaune qu'on a laissé un peu au repos, avec un bordel dedans, tout le matériel, les valises, les trucs, nos valises, on est parti 3 semaines et tout, c'est top. On est des campeurs, quoi. Ah, moi, j'adore. Et pour la petite anecdote, c'était en 87 pour la première Coupe du Monde que l'équipe de France avait perdu en finale contre la Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Zélande. Et c'était en 99, la deuxième face à l'Australie, si je me trompe pas, qu'on perd la deuxième finale de Coupe du Monde. Et la troisième, c'était en Nouvelle-Zélande, donc en 2011. Donc à chaque fois, c'est dans l'hémisphère sud que ça nous réussit pas. Et on espère en 2007, on avait la chance de battre les All Blacks. C'était organisé entre la France, le Pays de Galles, ces pays-là un petit peu du Nord. On avait battu les Pays de Galles, on avait battu les All Blacks juste avant de perdre face à l'Argentine en demi-finale. Là, on espère que l'hémisphère nord va nous réussir. Surtout, c'est la première fois que vraiment la France organise une compétition, une Coupe du Monde entière dans son pays. Et on l'a vu hier avec la présentation des joueurs où vraiment on veut que ça soit un petit peu la Coupe du Monde du pays, la Coupe du Monde du peuple, en faisant participer toutes ces villes qui sont pas forcément des villes de rugby. On pense notamment à Nantes, à Saint-Etienne, à Nice, à Lyon. Bon, Lyon maintenant qui fait partie du rugby, mais qui vont accueillir justement même Marseille. Marseille, on l'a vu face au Springboks, l'Afrique du Sud, il y a un peu moins de 2 ans, cette ferveur qu'il peut y avoir à Marseille. Donc c'est ces villes-là qui vont aussi être concernées. Lille, il y aura un match à Lille qu'on suivra aussi sur Sud Radio. C'est toutes ces villes-là qui vont accueillir le pays du rugby, la famille, parce qu'on parle de famille quand on parle de rugby, sur presque 2 mois de compétition, ce qui est inédit et ça va être vraiment le plus grand événement sportif avant les Jeux Olympiques qu'on va pouvoir accueillir en France et ça va être tout simplement grandiose, j'espère. Très très bien. C'était Antoine Mazer, donc il vous parlait de rugby. À partir de là, il va des pubs maintenant, il va y avoir les infos. Et à partir de 11h, tu finis l'émission. Allez, vas-y Jamel. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Présenté par Clarisse Automobile, distributeur DS et tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. Leclerc. On prend la direction de Deauville, retrouver Jean-Paul Delperrier. Bonjour Jean-Paul, les courses avec toi aujourd'hui. Eh oui, bonjour Antoine, bonjour à tous. Le meeting de la côte normande qui continue avec le handicap de la Manche aujourd'hui proposé sur le tracé des 3200 mètres. Et ils ne seront plus que 15 après le forfait ce matin du numéro 5, Gara Grismund. Le 16, Saint-Gérand se redorme en favori devant le 3, Salossin, l'As, My Charming Prince, 9, Quintana Blue, 6, Wood City, 12, Baden Rocks, 15, Degbou et le 10, No More Bolero. 16, 3, As, 9, 6, 12, 15 et 10. En réunion 4 courses 3 sur l'hippodrome de Dax. Ma sélection du jour, le 5, Hong Kong Star. Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. Tous vos pronostics à retrouver sur le site de sudradio.fr. Tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque et Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein.
Raphaël, il rigole. Non, je rigole parce qu'on est donc, faut bien dire à chaque fois Sud Radio, il faut bien dire l'endroit où on se trouve. Donc, c'est Saint-Anne-Grasse avec un accent circonflexe. Et puis, ben voilà, très beau département. Il fait bon, il fait pas 45 degrés, on a du pot. Mais je rigole parce que Monsieur Espadrille et la dame qui est à ma gauche se disent non, je veux pas parler, je veux pas parler. Le monsieur du ski qui est en face de moi, je sais pas s'il a envie de raconter des trucs. En fait, j'ai 3 personnes en face de moi, Antoine à ma droite et moi. Si personne ne parle jusqu'à 11h, mais c'est cool, vous mettez de la musique. Non, en revanche, ce que je peux vous raconter, c'est un truc, des trucs marrants, on en a quand même pas mal à raconter. Mais quand on était à Bourganeuf, donc c'est dans la Creuse, d'accord ? C'est pas du tout le même paysage qu'ici. On était à Bourganeuf et Philippe Bauger, un bon copain, on va dire. Il avait organisé à la concession Citroën, un événement, un truc marrant. Et il y avait un monsieur, j'espère que je vais le revoir, qui s'appelle Pierre. Il avait apporté Pierre Ferré, voilà, il avait apporté des voitures anciennes, mais pas que des voitures françaises, que des Citroën en fait et tout. Mais extraordinaire. Un bordel, c'était magnifique. Et donc, depuis le début de cette petite virée, ça fait 15 jours, c'est la 3e semaine, je m'étais dit, on va demander à des clubs de voitures de venir à chaque fois avec une DS, une 2 chevaux et tout. Puis en fait, j'ai fait un bide total. Personne n'est venu. À part, bide. Sauf à Bourganeuf. Sauf à Bourganeuf, où là, on a été récompensés. Avec 15 voitures. Et alors, des questions, Antoine, puisqu'ils ne veulent pas parler ni les uns ni les autres, on s'en fout, on va finir tous les deux. Question très importante. On est à Bourganeuf, d'accord ? On est à l'intérieur. On n'est pas dehors. Non, t'inquiète pas. On n'est pas dehors dans les voitures, etc. On est à l'intérieur. On va dire l'émission est terminée. Et là, une découverte pour nous deux, c'est... Alors, sur les 4 filles, les 4 femmes qui parlaient, c'est la responsable, c'est l'une d'elles. Estelle ? Non, 5, ça fait 5 avec Estelle. On avait la boulangère, on avait Florence. Les bisons. Non. On avait la dame qui était agrégée de maths. Oui. Et on avait, enfin, elles étaient 4, etc. Tu te souviens pas? Oui, si, je me rappelle très très bien. Et qu'est-ce que tu cherches? Le truc extraordinaire à la fin, avant de partir. Le pâté? Ben oui. Le pâté de pommes de terre? Pâté de pommes de terre. Oh, un pâté de pommes de terre, un pâté en croûte avec de la pâte en dessous bien sûr et au-dessus des pommes de terre qui sont cuites à l'eau qu'on mange évidemment et une espèce de crème de je sais pas un peu dauphinois, comme un gratin dauphinois dans un pâté en croûte en fait, un peu comme ça. Beaucoup plus léger, comme une sauce blanche en fait. Ouais. Excellent. Spécialité de la Creuse. Ah, vachement bon, de la Creuse. Sinon, dans la Creuse. Et tu vas y retourner d'ailleurs. Tu vas y retourner exprès pour le pâté de pommes de terre. Voilà, quand on aura fini vendredi, je vais remonter avec la belle DS7 et très très belle voiture que nous a prêté Philippe, que nous a prêté Clarisse Automobile, qui est là. Je vais récupérer ma DS et je vais aller jusqu'en Auvergne revoir ma femme. Et qu'est-ce qu'on mange ici, si vous faites la cuisine, ou toi le ski, ou toi les espadrilles, qu'est-ce qu'on mange ici, qu'est-ce qu'on a mangé? Je vais le dire quand même, j'ai mangé une palombe hier. Bah oui. Confite alors. Non, comme ça. Et j'ai dit... Dans le Béarn, on mange de la garbure. C'est la soupe d'ici. Ici, là? Oui, je sais pas que... Oui, non, j'en ai mangé une sur la route. Un rôti à cette saison? Rôti. Ah ouais. Elle a dû être congelée. Elle est congelée. Hein. Oui, parce que... mais c'était bon, c'était bon. Et qu'est-ce qu'on mange ici? Avec la langue, vous avez appris la cuisine aussi, non? Alors ici, qu'est-ce qu'on mange? On va bien sûr parler des menus qui sont propres, des plats qui sont propres au Pays Basque. Alors l'éternelle piperade. Mais après, voilà, il y a aussi surtout une très belle production au niveau de la viande il y a une coopérative agricole à Chouille qui est basée à Moléon justement à côté de chez Stéphane, la Blonde d'Aquitaine. Donc ce sont les éleveurs de la vallée qui engraissent dans leur ferme des vaches blondes d'Aquitaine et donc il y a une coopérative qui regroupe ces éleveurs et qui vante une excellente viande qu'on retrouve au restaurant des Chalets d'Irati d'ailleurs. Ouais. Donc ils vendent de la viande bovine mais aussi de l'agneau. L'agneau de lait des Pyrénées est vraiment très important pour notre vallée ici. Beaucoup d'élevage en brebis et le plus gros de leurs revenus revient de ces ventes d'agneaux de lait qui sont vendus par cette coopérative. Donc
de belles qualités de viande ici dans la vallée. Ouais, c'est marrant, il y a de la blonde. Je sais pas comment une race s'installe plus ou moins dans une région. Pourquoi ils ont beaucoup de blondes d'Aquitaine ici? Je sais pas du tout. Dans le reste, dans la Creuse ou ailleurs, on a vu beaucoup de limousines. Parce que la limousine, elle a un avantage, c'est que elle est moins lourde en os, je présume, et elle fait de la viande assez rapidement, mais c'est une vache qui psychologiquement est parfois un peu tendue, on va dire. Elle est un peu nerveuse. Que la vache de Salaire que j'ai élevée pendant un moment, qui pour moi est la plus belle vache du monde, évidemment, elle est complètement différente dans la tête, quoi. C'est une vache qui réfléchit. C'est une vache très apaisée. J'ai vu des très très beaux élevages, notamment dans le Cantal. Il y a un monsieur qui est mort maintenant, il s'appelle Matière. C'est une famille. La famille Matière, ils fabriquent des choses en béton. Ils font du béton, des buses, les buses Matière, des trucs énormes. Ils ont fait des ponts au Japon, par exemple. Et le vieux monsieur Matière que je connaissais, et il me racontait des trucs comme ça. Il me disait, on est content, on a fait un pont, je sais plus où, au Japon. Il y a eu un tremblement de terre, le pont il est pas tombé. Donc c'est des entreprises énormes. Maintenant c'est le fils qui s'en occupe, que j'ai croisé, et Sophie au début, Sophie Matière, qui est une fille formidable, qui s'occupait de cette énorme entreprise. Et donc ce monsieur Matière, il m'appelle un jour et puis il me dit, Gérard, est-ce que vous voulez voir mes vaches? J'ai dit oui. Donc avec Françoise, on est allé avec lui en bagnole. Pardon. Et là, on a vu un troupeau de Salaire, mais magnifique, quoi, sur un pré de, je sais pas, qui faisait 100 hectares. Jamais vu ça. Donc les vaches, elles étaient vachement loin. Et pour les appeler, en général, en Auvergne, je sais pas, on dit venez. Mais on dit venez avec le nez. Donc tu dis venez, mais t'es loin. Hein. Venez. Et là, de loin, tu voyais toutes les têtes qui se tournent. C'est pas con, hein. Toutes les têtes qui se tournent. Venez, tu continues. Et puis il y en a une, souvent c'est une qui est chef du machin. Tac, elle commence à bouger les épaules, tu vois, à venir. Et on a vu arriver, mais je sais pas, 100 bêtes à fond sur toi, tu vois. Et ça fait quand même un drôle d'effet. Mais c'est magnifique, c'est émouvant, quoi, de cette masse de gens. Et pas du tout agressive, du tout. Au contraire, elle venait par curiosité, juste pour dire, qu'est-ce que vous voulez que vous foutez là? Je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que ce rapport, c'est bête, hein, ce que je dis, à la nature, à l'œil, par exemple, ici, l'œil, c'est un organe, comme la main qui touche, quoi. Un œil, ça touche. Depuis ce matin, quand on est arrivé, je lui ai dit, tiens, c'est marrant, là, ça doit être bon à manger. L'herbe qui est dans le petit pré, là, elle doit être bonne à manger. Et l'œil se régale. Un œil, c'est comme quand on boit un truc bon ou de la flotte quand on a soif, quoi. Et ben, les gens se rendent pas compte que il faut nourrir l'œil. Il faut nourrir l'œil. Et dans les villes, l'œil, il est pas nourri. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas nourri, quoi. C'est comme les mains de quelqu'un qui travaille avec ses mains. Il faut qu'elle touche, qu'elle travaille. Et on dit pas ça aux gens, mais aller à la campagne, c'est pas seulement aller manger des trucs à la campagne ou marcher en allant acheter chez Decathlon des pompes à 150 €. On s'en fout, c'est du commerce, ça. Pas du tout. L'intérêt, c'est l'œil, c'est ton œil, non? Oui, je suis d'accord, il faut nourrir l'œil, mais il faut aussi, je pense, et ça c'est ce qui nous manque, je pense, dans des fonds de vallées, des vallées comme ici, c'est expliquer aux gens les choses. Je pense que le monde urbain maintenant s'éloigne énormément du monde de la montagne, du monde de la campagne, et la population maintenant est beaucoup plus importante dans les villes, et beaucoup de décisions aussi se prennent dans les villes, et aujourd'hui, je pense que il y a quelque part même, je vais utiliser un mot qui peut faire peur, mais il y a certains dangers évidents maintenant pour ce que vous dites là, tout ce qu'on voit, tout ce qui est magnifique. Ça, c'est un héritage que nous avons de nos ancêtres. Et des fois, quand je vois certaines décisions qui sont prises, sans venir vivre le pays, le comprendre, demander pourquoi, comment on peut se permettre de mettre, enfin là je suis un peu dure, mais de mettre ces choses dont on cueille maintenant, on cueille les fruits, mais on remet tout à question parce que pour des idéologies, sans prendre le ton du pays, quoi, du territoire. Et là, je vous cache pas qu'il y a de réelles inquiétudes dans nos montagnes, et donc oui, l'œil, effectivement, il faut le nourrir, mais il faut surtout expliquer pourquoi l'œil voit de si belles choses. À toi, Jamel.
Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec Clarisse Automobile, distributeur DS, présente Les routes de l'été Sud Radio. 10h midi. Gérard Klein. Et Marie est arrivée, on est content quand même. Donc Marie, tu vas voir le service de l'agglo à Mauléon, c'est ce qu'elle était en train de te dire, c'est ça? Tu vas voir le service de l'agglo à Mauléon, il y a des formations, ça fait même partie de ton travail, je vais me permettre de te tutoyer, parce qu'en fait on t'attend depuis le début. Le monsieur qui est parti, qui devait être là, monsieur Godard, sympa comme tout. Jean-François Godard qui nous a très bien accueillis avec des petites chouquettes, des petites viennoiseries. Chouquettes, café et tout, on lui dit, ah monsieur Godard, ouais super, vous allez être là pour l'émission de 10h à midi. Et il a dit oui, non, je m'en vais, exactement. Il est parti instantanément avec un groupe d'Espagnols. On nous offrant un café. Il a été vachement sympa. Et il nous a dit, peut-être que Marie, donc vous qui êtes en face de moi, toi, il a dit, je suis pas sûr qu'elle parle. Mais quand elle parle bien. Voilà, mais quand même, au début, il nous a bien plombé en disant, bon, en gros, vous êtes dans la merde, vous êtes tout seul, on était tous les deux, je te jure que c'est vrai. Hop, après, notre ami est arrivé, Z est arrivé, après, puis vous êtes arrivé et tout, donc voilà. Donc, Marie, c'est même pas la peine de parler, vous faites des signes et nous, on va traduire, d'accord? Ok. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, très bien. Donc, vous parliez toutes les deux de la langue et elle a dit, tu vas voir comment, service de l'agglo, voilà. Oui. À Mauléon. On n'est pas loin de Mauléon, on est à combien en fait ici? 35 minutes. 35 minutes. La route, elle est belle. Hein. Petite route. Ouais. Il n'y a pas de radar, on est tranquille. On peut rouler à 200, on ne sera pas emmerdé. On peut louper un virage en roulant à 200. Exactement. Et alors, ici, vous êtes à la réception. Tout à l'heure, je suis allé voir les 3 filles qui étaient là. Je leur ai raconté de 10h à midi, on fait une émission de radio. J'ai parlé de toi, Antoine, évidemment. La grotte de la Verna. Exactement. Bravo. Fallait fort. À la grotte de la Verna, à l'entrée, la grotte de la Verna. Donc, je suis allé les voir. On n'est pas à l'entrée, on est à l'accueil. On est à l'accueil. Bon, d'accord. Toc. Bon, je vais revenir. Mais je vais peut-être rentrer dans la bagnole, me reposer un peu, moi, si vous voulez. Ah non, je vais boire un café. Et donc, il y avait 3 filles, 3 jeunes filles, voilà, derrière une vitre de plexiglas. C'est dangereux les femmes, donc on les met derrière du plexiglas. Hein. C'est toi que moi qui réponds là. Ah ouais, non, mais je raconte. Les deux. et puis je suis arrivé, donc j'ai vu Marie, j'ai vu une autre dame au milieu qui avait l'air top sérieux. Alors là, on peut pas, attention, genre un peu le monsieur de la police qu'on avait vu. Le chef de la police. Le chef de la police. Le chef de la grotte là. Ouais. Je vous raconterai après un mec qu'on a appelé le chef de la police. Et puis une toute jeune fille qui était sympa comme tout. Magali, une stagiaire. Voilà, elle est partie aussi. Non, elle est là. Ah, elle est là. Ah bon, d'accord. Elle est cachée. Elles ont la trouille. Et toi, Marie, tu fais quoi alors ici? Alors moi, ici, je fais un peu tout. Je suis à l'accueil l'été, mais l'hiver, vous pouvez me voir dans la grotte. Je fais aussi des visites. D'accord. Les visites, on les fait comment? En short? Oui, si vous voulez. Par contre, il fait 5 degrés dans la grotte, donc je vous conseille de mettre quand même une bonne veste. C'est ce que j'allais dire. Vous êtes d'ici? Oui, enfin mon père est d'ici, ma mère est de Pau. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Pau, mais on a une maison de famille, donc les week-ends, en fait, on était tout le temps là et je passais mes vacances ici. Et du coup, je me suis installée ici. Ah, c'est bien. Ah ouais, il y a longtemps? J'ai fait une fac d'espagnol à Pau. Et je travaillais ici en tant que saisonnière l'été. Après, j'ai changé de projet. Du coup, j'ai fait un BTS tourisme en alternance ici. Et du coup, après, je suis restée là. Je suis plus partie. Ouais, vous avez quoi, moins de 30 ans? Oui, j'ai 27 ans. Alors, elle est blonde, des lunettes sérieuses, genre écaille, tu sais, un peu, je fais des études. Elle est vraiment souriante, ça s'entend quand tu parles. Et, ce que disait Josie, j'ai entendu tout à l'heure, elle disait que les gens de Saint-Angras, on chante quand on parle. Mais c'est vrai, vous chantez quand vous parlez, et c'est pas mal. Et alors, c'est toujours bien de voir des filles, donc j'aime bien, je préfère les filles en fait, c'est bête, pardon les gars, mais je vivais avec des filles depuis toujours, et je trouve que la rapidité, honnêtement. Bon, lui, l'espadrilles, toi, tu parles, c'est rapide. Non, mais c'est vachement important. Le ski aussi, mais il est plus réservé. Il est plus, on dirait que tu viens de... Plus réservé, je sais que j'ai moins de choses à vous raconter. Ah, bah, si. J'ai pas d'anecdote. Moi, je suis pas d'ici. Ouais, mais t'es d'où? Quand t'étais petit, t'étais à quel endroit? Ah, ben, j'ai grandi à Toulouse. Donc, ouais.
Ouais, j'ai grandi à Toulouse. Oui, mais moi je faisais pas ces sports-là, moi. C'était quoi? Ben moi je faisais du foot, moi. J'étais gardien de but. Voilà, il faut dire la vérité. Je faisais du hockey aussi, du hockey sur patin à roulettes, du ring hockey. Ah ouais. Ouais. J'ai fait du tennis aussi. Enfin voilà, je faisais pas mal de trucs, ouais. Et du ski, beaucoup de ski. Voilà, c'est ma passion et c'est comme ça en fait que j'en suis arrivé là, quoi. D'accord. Parce qu'étant originaire de Toulouse, tu sais, pour finir directeur de station de ski, dans les années 90, quand j'ai commencé ma carrière, trouver du boulot en étant de la ville, en montagne, ils prenaient pas les gens de la ville. Si ah ouais. Ah, la première saison que j'ai faite, j'ai dû envoyer peut-être 50 CV partout. Et alors? Et rien. Et puis au dernier moment, j'ai eu du bol en fait. J'ai trouvé un poste de conducteur de remontée mécanique à Puy-Valador, dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. C'est comme ça en fait que je suis parti de Toulouse. Tout seul ou avec une famille? Non, au départ avec une copine de l'époque, avec qui maintenant je suis plus. Et puis après, au fur et à mesure du parcours, j'en ai trouvé une autre en fait, dans une autre station. Et puis avec qui je suis toujours, avec qui j'ai 2 enfants. Ah, c'est bien. Voilà. C'est pas évident de déplacer toute une famille. Oh, les deux, regarde, elles sont en langage des signes. Ouais, elles parlent en langage des signes. Donc pourquoi elle a levé la main en l'air comme ça en regardant Marie? Marie, elle a levé la. Qu'est-ce que vous disiez, les filles, en douce? Je lui ai demandé des nouvelles de Sainte-Encrasse parce que ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue ici, donc je lui ai demandé des nouvelles. Hein. Et voilà. Et Marie, elle a rougi. Vas-y, réponds. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé alors? Non, elle m'a demandé où étaient situées certaines maisons, c'est tout. D'accord. Voilà. Faut pas rougir. Et c'est marrant comme boulot ou des fois c'est un peu long? Par exemple là, quand il y a deux mecs qui arrivent s'installer pour faire une émission de radio entre 10h et midi sans musique, juste pour parler pendant 2 plombes et qu'il n'y a personne à part un monsieur. C'est rigolo à voir, non, quand même? C'est rigolo à vous entendre. C'est un défi. De prendre un micro. Et alors, quelle allure on a, par exemple? Est-ce qu'on vient vraiment de la ville? Est-ce que lui, il est d'Angoulême, donc il n'est pas parisien, comme on va dire, il n'a pas le microbe du parisien. Moi, j'habite dans les Yvelines, mais je suis parisien pour la France entière, j'ai le microbe, j'ai le virus. Quelle tête on a, alors, vu d'ici, par exemple, les 2 mecs qui arrivent? Bonne tête de touriste. Ah ouais? BTS tourisme, c'est bien. On accepte. Bonne tête de touriste. Mais on s'en va. Non. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a des têtes de touriste? Raconte le comportement. Mais tu rougis, c'est bien. Le comportement, pourquoi on a des têtes de touristes alors là? Bon, déjà, vous n'êtes pas très équipé pour venir visiter la grotte. Non. Quand je vous vois arriver en t-shirt et chemise, je me dis aïe. Ça, c'est le dia de tout à l'heure. Vous n'êtes pas les seuls, hein, mais... Alors, comment ils sont les gens quand ils arrivent pour visiter la grotte? Alors, il y a ceux qui ont réservé très en avance, ils ont bien préparé leur venue, ils sont équipés. Puis il y en a d'autres, comme vous avez pu le voir depuis ce matin, qui arrivent en short, t-shirt et qui n'ont pas réservé. Sauf que nous ici, c'est que sur réservation. Du coup, ils peuvent pas venir. Il n'y a plus de place aujourd'hui jusqu'à 16h30, donc soit ils attendent, soit ils repartent. Et alors, shirt et t-shirt, ils vont avoir froid? Ils vont avoir froid. Il fait 5 degrés dans la grotte. Et là, comme il fait assez chaud dehors, dans le tunnel d'accès, le ressenti, c'est 2-3 degrés. Ah d'accord. On a bien fait de rester dehors. Ah ouais. Il y a beaucoup de vent en fait, parce qu'à la Pierre Saint-Martin, en fait, la particularité, c'est que c'est très karstique. Et il y a des gouffres partout. Et donc, en gros, ils ont le gouffre de la Verna, en fait, la grotte, si tu veux, le gouffre de la Pierre Saint-Martin avec la caverne de la Verna. Ça fait un courant d'air? Et ça fait un courant d'air entre la Pierre Saint-Martin, entre nous et eux, en fait. Et la porte dont elle te parle, le tunnel d'accès. Moi, ils me l'ont fait visiter, là, il y a 2 mois et demi. Et c'est vrai que c'est c'est impressionnant. Quand tu es derrière la porte, tu entends le vent, tu te dis mais qu'est-ce que c'est? Puis il y a un courant d'air abominable, quoi. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit M. Godard en partant. Ça souffle, quoi. Ça souffle. Ah ouais. Mais alors, vas-y. Et moi, en fait, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marie. Elle a dit un truc super important et je pense que c'est la même problématique sur tous les gens qui viennent soit en vacances sur notre cher pays, mais je pense que c'est ça doit être un peu partout dans toutes les montagnes. C'est que malheureusement, je trouve que beaucoup de personnes ne se préparent pas
à venir passer une journée. Ce que tu évoques, toi, avec le manque de veste, eh bien, nous, c'est souvent les chaussures de marche. Il y en a, ils sont persuadés qu'avec des Converse, ils ont des chaussures de marche aux pieds. Ou des espadrilles. Et des non, mais c'est... La marque. C'est, je pense, une problématique maintenant. Les gens sont tellement avec les téléphones, avec tout ça, à ne plus avoir de soucis dans leur journée, que le risque zéro, malheureusement non, c'est comme ça. Le risque zéro en montagne n'existe pas. Et beaucoup de personnes, il leur arrive quelques bricoles, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les codes de la montagne. Donc voilà, ça va de la chaussure qui n'est pas adaptée à la randonnée. Pour beaucoup, ils abordent des balades. Pour eux, c'est des balades. Il faut que tout soit lisse. C'est comme en hiver, il faut la neige blanche, le ciel bleu. Enfin, la montagne, c'est pas ça, quoi. Hein. Et bien souvent, donc, ils sont pas équipés pour faire de la rando et ils ont des soucis. Pareil pour le bétail qui est en estive. Le bétail est chez lui. C'est à nous adapter à la présence du bétail. On n'est pas dans un zoo. On voit des gens s'approcher et j'ai une anecdote là-dessus. C'est un jour une vache qui vèle, donc qui met bas en montagne, et une dame, je me rappellerai toujours d'elle parce que bon, on avait eu très peur et parce qu'elle était habillée tout en blanc. Bon, ça c'est un truc que j'ai gardé en tête, un détail. Et donc cette dame qui s'approche du veau qui venait de naître, et évidemment la vache, quand elle a vu cette personne qu'elle connaissait s'approcher de son petit, elle a chargé la personne. Ça a été un scandale là-bas. Et le monsieur, le père, qui avait eu très très peur pour sa femme et qui était dans une colère noire contre nous, j'ai attendu qu'il se calme, je lui ai juste posé une question. Écoutez, monsieur, vous avez des enfants? Oui. Bon, votre petit, le premier, là, quand il est né, quelqu'un serait rentré dans votre chambre de maternité, ne serait pas habillé en médecin ou en infirmière, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, s'approche de votre bébé et le touche. Comment vous aurez réagi? Et là, il y a eu un moment de silence et il m'a dit, je comprends. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Encore une fois, voilà, ce que tu dis, Marie, c'est complètement vrai. Beaucoup de gens, maintenant, je pense qu'on est dans une société de consommation et qu'on a perdu notre bon sens qu'on avait, je pense, en tant qu'humain aussi. On ne voit plus les risques. Parce que tout doit être lisse. C'est pas normal aujourd'hui qu'on ait un problème dans notre journée de vacances. Eh bien non, ce n'est pas vrai ça. Quand on va en montagne, tout n'est pas gagné. Il faut faire attention. Il faut faire attention à tout. Et vous êtes dans un contrat, vous aussi vous avez votre rôle à jouer, vous avez vos précautions à prendre, vous avez prendre des nouvelles de la météo, des nouvelles où je vais, qu'est-ce que je vais. On n'est pas sur un territoire de consommation ici. Vous venez chez nous, c'est un territoire, vous êtes les bienvenus, vraiment vous êtes les bienvenus, mais voilà. Attention. Ce pays se mérite et pour bien le vivre, il faut un minimum de préparation. Très bien. À toi. Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi, Gérard Klein. À Saint-An-Grasse. Et alors donc Stéphane Goyeneche-Garay. Ouais, c'est ça, non? Bravo Gérard, trop fort. Premier coup. Goyeneche-Garay, non, mais c'est vachement beau. C'est vrai que ça se chante, c'est un mot musical. Donc il fabrique des espadrilles. Tu voulais non pas rebondir parce que vous allez vous blesser si vous rebondissez tous dans la montagne. Vous allez tomber très très haut. Si, tu voulais ajouter quelque chose à ce que disait ma voisine. Non, mais rien de très important. Non, mais c'est vrai que, comme disait Josie, c'est vrai qu'on est dans un monde connecté. Maintenant, on aime notre téléphone portable, on pense qu'avec notre téléphone portable, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc, en effet, on prend plus la peine de vérifier qu'on a le nécessaire, on prend plus la peine de vérifier qu'on a des chaussures de montagne pour aller à la montagne, on prend plus la peine de rien du tout. Et oui, on est encore dans un territoire rural. À 23h, les boutiques sont fermées, on ne trouve pas de kebab au coin de la rue. Voilà. Et on est, bon voilà, forcément, des fois, ça nous dépendrait à nous aussi, mais on est très très fiers, voilà, de respecter encore des horaires, de respecter un savoir-vivre et un savoir-être. Ouais, mais alors comment faire pour c'est impossible. Pour moi, c'est impossible de faire en sorte que les gens quittent leur téléphone et changent d'habitude. Est-ce que c'est possible ou vraiment impossible? C'est compliqué quand même d'arriver à dire à quelqu'un, déjà quand on est à table et qu'il y a des enfants, des petits-enfants, tu sais très bien que sur les genoux, les vieux sont en train de discuter, de boire des canons et de manger le gigot. Et puis tous les jeunes qui sont là, ils sont comme ça, ils regardent leurs genoux, ils regardent leur téléphone et ils envoient des SMS à leurs potes avec une rapidité. Moi, je vais me faire repérer des doigts parce qu'ils sont trop gros. Donc je fais 2 lettres à la fois. Quand je dis bonjour, ça fait
c'est bziou. Non, c'est bonjour, etc. Mais eux, ils vont. Antoine, il va tellement vite. Mélie, Ninon, Frida, mais la vitesse à laquelle ils envoient des SMS, tu vois. Et moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut rien faire, en fait. On peut rien faire. Moi, c'est pareil, j'y arrive pas. Hein. Moi, je les dicte. Tu sais, t'as une fonction de dicte. Ah oui. Dicter c'est bien, mais ça fait des fautes d'orthographe en fait, ça fait plein de fautes. Ah ça aussi l'orthographe, tout le monde s'en fout. Oui, on est passé après les fautes d'orthographe. Voilà. On est de notre époque. Quand tu dictes, c'est pareil, ça peut faire aussi des erreurs. Non, mais tu les corriges au fur et à mesure. Oui, alors c'est pire. Non, autant les écrire à la main. Non, c'est en voiture surtout qu'il faut pas en faire, mais bon. Moi, je pense que par rapport à la gestion de l'attractivité de nos territoires, justement, il faut en faire un atout de ce téléphone. Alors certes, par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Vous dites les jeunes, mais je crois pas que c'est pas propre aux jeunes. Je crois que toutes les générations se sont fait embarquer dans ce. Mais nous, à l'EHPAD, les jeunes, ils ont bon dos là, sur ce coup-là. À l'EHPAD, on n'a pas le droit de dire du mal des vieux, donc c'est écrit à l'entrée. Non, je rigole. Mauvais les vieux aussi. Non, mais ce que je voudrais, c'est, nous, en tout cas, je sais que l'Office Tourisme Pays Basque travaillait là-dessus. C'est peut-être justement, mais vu que le téléphone, c'est pas comme les chaussures, c'est toujours dans les mains sur la personne. C'est peut-être, utiliser cet outil pour essayer d'améliorer, entre autres, nos sentiers de montagne qui sont balisés certes, mais ce balisage franchement est très compliqué à gérer parce qu'on a du bétail là-bas haut. Bon, les vaches et tout ça, mais aussi le bétail sauvage, des biches, on a les cerfs aussi qui bientôt au mois de septembre vont commencer à bramer. Bon, qui adorent nos panneaux de balisage pour se gratter le dos, etc. Donc aujourd'hui, malgré nos efforts, on se retrouve avec des sentiers qui sont pas aussi bien balisés qu'on le voudrait. Et puis il y a un truc aussi, je me rends compte que les gens, ils ont besoin d'être sécurisés. C'est-à-dire qu'ils vont voir une balise jaune. Il y a un sentier tout droit, il n'y a aucune intersection, mais il faut qu'ils voient le second balisage. Autrement, ils ne sont pas à l'aise. Alors souvent, on leur dit, mais il n'y a pas d'embranchement. Pourquoi vous voulez qu'on mette un balisage? Mais ils ont besoin d'être rassurés. Donc je sais que l'Office Tourisme fait un boulot pour justement avoir des applications pour sécuriser et rassurer les clients. Et finalement, je me dis une montagne avec moins de panneaux de signalisation, moins de peinture c'est peut-être pas mal. Et donc trouver le côté positif de la chose qu'on a dans nos mains et essayer de faire quelque chose de bien. GPS, oui, bien sûr. Et là, Marie est partie pendant que vous parliez en courant à son bureau. Il y avait une urgence. C'était quoi, Marie, alors? Non, c'était juste pour me dire que c'était complet pour aujourd'hui. Alors c'est complet pour aujourd'hui, les gars. C'est même pas la peine de vous garer. Il y a des gens qui arrivent. Et alors, arriver, on peut leur dire. C'est même pas la peine de rentrer. D'accord. Ce qui vient de se passer, c'est très joli depuis pas à la seconde, mais 10 minutes, un quart d'heure. Donc la brume racontait. La brume est tombée. Et Monsieur Ski, toi tu disais c'est typique d'ici. Ouais, moi c'est une des choses qui m'a marqué, oui, quand je suis arrivé dans le pays. La première fois que je suis venu ici, en fait, me présenter, après avoir été embauché, en fait, je suis venu le 11 et le 12 décembre dernier, là. Pour descendre de la voiture, il fallait que je pousse avec le pied pour sortir de la voiture tellement il y avait du vent. Donc en fait, on a des conditions qui sont très extrêmes ici. Quand il neige extrêmement beaucoup. Ah oui. Quand il pleut, c'est pareil. Quand il y a du vent, c'est pareil. Et alors, ce brouillard-là que vous voyez qui vient de s'installer, c'est typique en fait à ici. C'est-à-dire qu'on est tellement près de la côte qu'en fait on se demande si c'est même pas les embruns qui rentrent jusqu'ici. Et du coup, tu peux avoir du soleil et d'un coup, tu as le brouillard qui monte comme ça en un quart d'heure, 20 minutes. Et puis tu vas voir, dans 2 heures, il a disparu. Là, il fait de nouveau grand soleil, plein beau, ouais. Ah oui, vas-y. Alors si je peux me permettre, quand même, Jean-François parle de la Pierre-Saint-Martin, donc qui est quand même une station de ski à 1500 mètres d'altitude. Nous, en plaine, on a quand même pas des conditions aussi extrêmes. Hein. Je voudrais pas que Jean-François nous fasse fuir les potentiels touristes qui voudraient venir en Soule. Non, là on est en haut. On a du soleil. Hein. Ah oui, il fait soleil. Oui, là on est en altitude quand même. Marie, le temps en général ça varie vite. Les touristes font quoi en général? Et les touristes c'est quoi? Des vieux, des jeunes, des gros, des maigres? Tout. À part les Parisiens, à part les deux sportifs, des familles. Des familles. Je me marre qu'Antoine se soit fait traiter de Parisien, tu vas le dire à ta mère. De touristes. De touristes, pardon. Mais c'est un petit peu vrai aussi, parce qu'on découvre aussi cette belle région, et c'est aussi à travers notre émission qu'on fait tous les jours qu'on va devenir des néophytes, et enfin on est des néophytes, mais qu'on va devenir justement des experts de cette région. Et tu commences déjà à parler le basque, donc dire.
Magnifique. Tu peux Donc voilà, à la fin de la semaine. Bon, Dia, le mot du jour. Voilà, c'est ça. Donc à la fin de la semaine, on ne pourra plus nous traiter de touristes et les gens qui viendront au moins seront préparés et sauront comment venir ici à la grotte de la Verna parce que c'est combien de visiteurs en fait qui viennent sur une journée ou même sur une saison ici? On est ouvert toute l'année. Ouais. Il y a plus de monde entre avril et novembre. L'hiver, il y a moins de monde. Et je sais pas, à l'année, je pense qu'on a 16 000 visiteurs. Ah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on vient y faire quoi en fait? C'est quoi un peu la spécificité de cette grotte pour que nos auditeurs un peu ils puissent s'imaginer à quoi on vient mettre les pieds quand on vient ici? Alors, c'est la plus grande grotte d'Europe. Et ouais. Voilà. Donc, elle a été découverte en 1953. Mais on propose des visites depuis 2010. Donc on a 2 types de visites. Soit des visites touristiques, ouvertes à tout le monde à partir de 5 ans. Et on propose aussi de la spéléologie, des visites aventures. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est pour aller explorer... C'est les gens qu'on a vus ce matin, les Espagnols. Voilà, avec, c'est eux. Donc ils partent avec des combinaisons, des baudriers. Et ils vont plus ou moins loin dans le réseau. Donc la combinaison, c'est pantalon, veste, c'est une seule pièce, c'est d'une seule pièce. C'est bien étanche, ce qui fait qu'au bout de 4 minutes, déjà tu transpires. C'est ça. Donc tu es trempé dedans. Avant d'y aller. Avant d'y aller. Et après tu marches, tu peux pas marcher en fait, c'est trop lourd, c'est pas forcément... Non, c'est pas lourd. Ah d'accord. Par contre, il faut se couvrir, il fait froid, mais c'est vrai qu'avec ces combinaisons, on transpire vite. Donc, Et alors les gens, c'est une punition en fait, c'était des punis qu'on a vu, des pénitents espagnols. Voilà, c'était ça. Il y avait une grande fille qui marchait avec élégance, une petite vachement marrante et deux gars, 2 ou 3 gars. Et donc elles aidaient, les filles évidemment aidaient les mecs à mettre leur combinaison et les mecs laissaient les filles se démerder. En gros, voilà, je te jure, c'est ça. C'est ce qu'on regardait tout à l'heure. Je regardais. Et ça dure combien de temps pour quand on fait la une visite ici? 2 Ils ans. sont partis pour 5 heures. Waouh. Voilà, donc la visite touristique la plus courte, elle dure 1 heure. Mais quand je dis 1 heure, c'est 1 heure dans la grotte, puisque je vous ai dit tout à l'heure, ici on n'est pas à l'entrée de la grotte, on est à l'accueil. Donc il y a 20 minutes de trajet en navette pour aller jusqu'à l'entrée de la grotte. Après, on arrive dans un tunnel. Voilà, il fait 660 mètres et après on arrive dans la grotte de la Verna. À pied, on les fait. À pied. Il est à quelle hauteur le tunnel? Il est à 1050 mètres d'altitude. Oui, mais à l'intérieur. Vous allez être trop grand, il faudra un petit peu vous baisser. D'accord, donc on est puni, t'es puni dès le départ en fait. C'est très étroit. T'es puni dès le départ. Justement, on peut passer à 3 côte à côte, mais en hauteur, je sais pas, 1m70. Après, tu te gèles dans le courant d'air. Voilà. Et après, t'es malade. Dans la grotte, ça va mieux. T'es malade si t'es un peu claustro. Si t'es un peu claustro, tu dis, mais je voudrais sortir, Qu'est-ce que vous vouliez dire? Tiens. Peut-être, Marie, tu peux expliquer cette fameuse grotte là où quand on arrive au bout, je crois que c'est l'Arc de Triomphe qui a été pris comme... Et Notre-Dame. Notre-Dame, pardon. Ça peut rentrer 10 fois en volume. Waouh. 10 fois en volume. Et il y a une montgolfière, oui. Il n'y a pas un dessin là où tu le vois? Non. On imagine, nous on fait que de la radio, on imagine, il n'y a pas de si, l'image on nous voit nous en train de parler à la radio, mais en fait c'est vrai qu'il faudrait voir la grotte, il faudrait voir les machines qui fabriquent ces espadrilles. Il faut venir à Saint-Angras, à Moléon dans le Pays Basque. En 2003, il y a une montgolfière qui a volé dans la grotte, voilà, on en parle. Ah ouais, je trouve ça incroyable d'arriver à faire voler une montgolfière. Oui. Ouais. Marie, elle est trop forte. T'as un sourire, vraiment. Tu te marres en fait là. Ouais, voilà. Alors tu vois les gens qui arrivent. Je les laisse travailler là-bas. Oh, mais t'as raison. Il y a la femme sérieuse, elle est au milieu encore? Je sais pas, je la vois pas d'ici. Non, je pense qu'elle a pris ma place. Et c'est qui? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est Céline. Et elle fait quoi? Donc Céline, elle est là depuis le mois de juillet. C'est une saisonnière pour juillet et août et elle est à l'accueil avec moi. C'est mon binôme. Ok, d'accord. Et c'est quoi ces tatouages? Ah, mais il faut lui demander. Il voit tout, ouais. Ouais, non, mais je regarde, je vois cheveux courts et tout. Non, je regarde. Il observe tout. Voilà. Non, mais je regarde depuis toujours. J'aime bien regarder, en fait. J'aime bien regarder. Et après, derrière le plexiglas, c'est nouveau le plexiglas, c'est depuis la maladie. Voilà, c'est ça. On les a pas enlevés. On garde une certaine distance. Ouais, j'ai vu. C'est pas mal. Vous avez une petite cantine, une machine à café, des trucs comme ça? On a une machine à café, on vend des boissons fraîches, on a une petite boutique avec des souvenirs, mais... On va y aller. C'est tout petit. C'est tout petit? Oui. Tu voudrais que ce soit plus grand? On n'a pas trop de place. Ah. Il faut trouver la place. On va s'occuper de ça. Non, mais là, il y a des pubs. On fait les pubs et après, on se débrouille. T'inquiète pas, on connaît un architecte. Allez, vas-y, Jamel, vas-y. Les routes de l'été avec Gérard Klein sur Sud Radio. Parlons vrai. Avec tourisme64.com. Passez votre été en Béarn, votre automne en Pays Basque. À 2,49 €. 2,49 € le kilo de nectarine.
Mais c'est pas vrai. Ah mais c'est patron, c'est vrai, vous me croyez jamais. On est malin, très malin. Lidl, trop fort sur les prix et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. Catégorie 1, calibre 67-73, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Clarisse Automobile, distributeur DS, présente. Les routes de l'été Sud Radio, 10h midi. Gérard Klein. D'accord. Alors Gérard Klein, il cherche toujours quelle est l'agence ou quelle est la fille ou le gars qui a eu l'idée de on est mal avec Lidl. Je viens d'écouter la pub. Moi, j'écoute les pubs. Pendant qu'on parle, alors je vous explique en 2 mots. 1, 2, 3, 4 personnes. À ma droite, évidemment, Antoine. Moi, on est sur un banc autour d'une table et tout. Donc, on a une petite machine devant nous qui est très fragile et qui est branchée sur Internet pour vous parler. D'accord? Donc, pendant les pubs, moi j'écoute tout. J'ai un casque et je veux tout entendre, tout le temps comme vous. Tu vois, j'écoute les pubs, les machins, les trucs. Donc là, on a eu Lidl. Donc depuis le début depuis hier, en fait, je voudrais trouver quel est le gars ou la fille qui a eu l'idée de on est mal, patron, on est mal. Donc Antoine, il a trouvé un génie. Ah ouais, vraiment. Sur Internet, il a trouvé le nom du comédien qui parle, qui est Jérôme Benalouz. Voilà, qui est très très bien. Mais je voudrais savoir qui a trouvé les idées de pub. C'est compliqué de trouver des idées. C'est vachement compliqué de trouver des trucs qui soient à la fois accrocheurs, marrants ou pas marrants, etc. Et qui marchent. Et voilà, et qui marchent. Et celle-là, Carglass, ils avaient un truc bien pendant très longtemps. C'était comme si c'était pas des bons comédiens. C'était vachement bien parce que ça attire l'oreille ou le regard, etc. Donc je relance un appel. L'agence, je sais pas qui est là. Vous nous appelez, vous vous débrouillez à trouver Sud Radio et vous nous dites, voilà, c'est moi, c'est peut-être une fille dans une réunion qui a dit on est mal, les mecs. Et tac, le gars il a dit ouais, voilà. Bon, c'est tout. Nous, on va s'en aller maintenant, tu crois pas? Non, on a encore quelques petites dernières minutes à profiter ensemble quand même. On a une grosse pendule, ouais, jusqu'à 56, je rigole. Hein. Et Marie, et toi, donc Josie, Dia. On parlait d'un manque ici. Je demandais est-ce qu'il y a une petite. Je faisais la description, le plastique, les filles derrière et tout. Là. Est-ce qu'il y a une petite boutique? Alors Marie, tu m'as dit oui. Il y a une toute petite boutique. On a quelques livres, quelques pierres. C'est tout. C'est tout. Ah bah oui. Et alors Pierre de la pierre. Il faudrait une boutique. Alors, non, mais on peut en parler. On peut tout dire. C'est marrant, il est timide hein, quand même. Il faudrait une boutique, par exemple. On vient ici, nous, on peut pas visiter la grotte. On va acheter des produits d'ici ou du fromage ou du pâté. Et chez nous, on va ramener quelque chose de l'endroit. On va faire fonctionner une économie, même si c'est pas démesuré. On continue à faire circuler des produits et des idées. On est d'accord? Ouais, complètement d'accord. En fait, justement, c'est ça un peu. Je crois que c'est une émission dédiée au tourisme. Mais c'est ça, le tourisme respectueux d'un environnement et qui, de toute façon, pour qu'un tourisme soit pérenne, il faut que l'habitant de la vallée ou de la terre soit aussi récolte aussi les fruits de ces flux de personnes. Et je pense que là où vont les gens, comme ici à Laverna, il faut absolument qu'il y ait une passerelle, entre les gens qui viennent nous voir et les habitants et les producteurs de nos vallées. Nous, ça fait quelques années, 3 ans maintenant, que nous avons lancé une boutique de production locale à Irati. C'est un réel succès. Et c'est bénéfique pour plein de choses. Le client, il repart avec un bout du pays dans lequel il était en vacances. Et puis on a la chance d'avoir juste des productions exceptionnelles. Qu'on parle de l'alimentation, qu'on parle de l'artisanat. Tout est beau ici. Non mais sérieux, je le dis pas parce que je suis chauvine, parce que je le suis pas d'ailleurs. Mais le client repart avec un bout de ce pays dans ses valises, avec des souvenirs. Le producteur, aujourd'hui, moi j'ai des gens de la vallée qui m'appellent, encore je cite souvent ce cas-là, c'est Maëlys de la Carie qui a repris une exploitation familiale et qui maintenant, voilà, les agriculteurs aussi maintenant ils sont obligés de se diversifier s'ils veulent continuer à faire ce métier parce que ils peuvent pas s'en sortir. Ce n'est plus l'agriculture qu'on a connue il y a quelques années. Et donc elle avait fait du sauté de veau ou de la choix de veau, je me rappelle plus trop. Et elle m'appelle, elle me dit punaise Josie, j'ai des
boîtes-là, tu peux. Mais bien sûr, je suis là pour ça. Donc, les producteurs qui nous vendent le fromage, l'année dernière, on a vendu 1 tonne de fromage au Soirati. Je croyais que j'avais gagné le trophée, le plus beau trophée du monde. Cette année, on va l'exploser, ce chiffre. Donc, il n'y a pas de limite. Et puis, le dernier gagnant, il y a le producteur local, il y a le client, et puis il y a nous. Nous qui travaillons, ça donne du sens à notre métier. Moi, mes collègues, dernièrement, on a reçu une formation pour parler des appellations, pour parler des structures comme Idoki. C'est pas tout de vendre. Encore une fois, il faut qu'on explique les choses. Et moi, la première, en tant que Souletine et née au Pays Basque, mais j'ai appris plein de choses sur mon pays grâce à ce métier que je fais. Et pour nous, c'est bingo parce que ça donne du sens à notre métier. Putain, je vais presque avoir l'orgueil et l'ego de dire que je me sens utile. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est du vrai. Ce qu'on raconte, ce qu'on offre, c'est vrai. C'est pas pour... c'est vrai. Et ça, Marie, voilà. Et moi, franchement, je vous invite à... écoute, venez à la Irati. Je vous invite à venir à Irati. Voyez ce que ça donne. Et je te jure qu'il y a un paquet de monde qui seront gagnants. Et... ici autour de toi, ici pour les producteurs et les gens qui viendront, quoi. Hein. C'est des petits trucs, mais ça a beaucoup de bon sens. Bah dis donc, ils ont du pot dans la région, non, d'avoir une fille comme vous, comme toi, non, vraiment, je suis sérieux. Bah attends, on va lui prêter une seconde, non, c'est vrai, hein. Non, c'est pas une fille, c'est une commission syndicale du Pays de Soule qui a des valeurs, et qui, voilà, après nous aussi on a nos valeurs, et puis encore une fois, on aime notre pays, et puis encore une fois, voilà, ici, il y a plein de choses, il faut qu'on soit acteur enfin, il me semble que on n'a pas les moyens, il faut qu'on soit acteur de notre territoire, acteur de nos vies, et parce que ici c'est juste pas possible d'être juste consommateur. On va parler du monde des associations, on parlait du rugby tout à l'heure, un petit clin d'œil s'il vous plaît au SAM Rugby de Moléon, qui est cher à nos cœurs, avec son président et toute l'équipe qu'il a derrière. Enfin, ce sont des bénévoles, ce sont des fous furieux, quoi. Et ces gens-là, ils amènent plein de bonheur à tous les dimanches. Moi, j'ai mon fils qui joue au rugby, mais c'est une autre école, quoi. C'est magnifique, quoi. Et ça, c'est du bénévolat. Et dans des pays comme le nôtre, s'il n'y a pas du bénévolat, mais ça va être très très vite compliqué, quoi. Et nous, on ne peut pas être que consommateur. Il faut qu'on soit acteur. Et en plus, on est gagnant derrière. Bah, dis donc. Alors non, je suis sérieux. Je disais une fille, une femme, je voulais dire comme toi pour défendre et parler d'un pays. Non, c'est très important. Hein. Alors est-ce que vous avez un contact, c'est un peu bête, évidemment ce que je vais dire, avec des gens à Paris de l'État, des ministres, du gouvernement, du ministère du Tourisme, de toutes ces choses-là, des contacts pour leur raconter tout ça, leur parler, leur dire voilà ce qu'on voudrait faire. Est-ce que vous pouvez au moins avoir conscience du fait que nous on est à fond, quoi, dans cette affaire-là, ou est-ce que la distance est beaucoup trop grande? Bon, Paris c'est un peu loin, on y va pour quelques matchs de rugby, mais après non, effectivement. Mais par contre ici localement, on a des structures qui nous aident. Ah. On a la ADT qui est le bras droit tourisme du département qui a cette compétence, et aussi l'office de tourisme du Pays Basque aussi qui a ces compétences. Mais encore une fois, voilà quoi, c'est faire 36 métiers, il faut qu'on soit là, mais il faut qu'on soit aussi avec ces réseaux, etc. Mais nous on essaie de faire au mieux et surtout de rester vrai, parce que pour moi il n'y a rien de mieux comme communication que le bouche à oreille. Quelqu'un qui rentre vacances et qui dit à sa collègue j'étais dans ce pays, j'ai vu des gens et j'ai compris des choses, pour moi rien ne vaut ça, et je préfère m'atteler à ce qu'on garde notre âme et notre ADN, et le reste je fais confiance à la vie, ça viendra. Bravo. Bah alors là, bravo. Non, c'est bien. Depuis ce matin, on n'est pas nombreux autour des micros. Ah, il y a des gens qui reviennent. Ils viennent d'où? Il nous reste 2 minutes. Ces gens-là viennent de la grotte, Marie? Oui, ils ont été faire une visite rivière. Ils sont partis à 9h30 ce matin. Ouais, attends, si tu parles dedans, on entendra. Ils sont partis à 9h30? Oui. Et d'ici? D'ici. Alors, ils ont pris la navette 20 minutes et voilà, puis après... 1h30 de visite dans la grotte avec Bérénice, il me semble. Oui, c'est elle. Et ils viennent de revenir. D'accord, on pourra leur demander l'année prochaine dans une autre émission quel a été leur sentiment, parce que là ils ont l'air frigorifiés, hein, si je exactement. Ils sont bien couverts, regardez. Ouais, ils ont tous des laines polaires, ils sont bien couverts. On l'a vu partir ce matin. Eh ben elle est revenue, elle est partie, elle est revenue avec le brouillard. Et je vous remercie beaucoup, mais vraiment, sincèrement, merci.
Merci. Et je n'oublierai jamais ça. Le dia. Ah ouais. Je vais le dire dans ma famille, ça sera notre cri de ralliement. Et comment on dit au revoir en basque? Comment on dit à demain? Au revoir. S'annuncia, viajarte. Bihar. Non, oh là. Bihar, c'est demain. Biararte, t'as dit. Bihar. Biararte. Biararte. Bon alors Biararte les gars, et à demain. Merci infiniment.